Avertissement. Cette émission n'est pas une consultation, mais un forum de discussion et de témoignage. Société, débat, relations, famille. Mailloux à l'écoute. Retrouvons Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Oui, Janine étant légèrement en retard, je vais donc saluer tout le monde, en profiter. Et bonjour à tous. Nous allons cet après-midi discuter de stress de façon très zen. Suite à un article publié par Éric Yvan Lemay, qui nous dit qu'un travailleur sur 7 serait affecté par le stress. Bon. On nous dit un travailleur québécois sur 7 a pris congé l'an dernier à cause du stress. Selon un sondage Léger Marketing mené auprès de 1000 personnes. Alors, c'est quand même un bon groupe. Ils ont interrogé 1000 personnes et sur ces 1000-là, sur ces 1000 Québécois-là, 1 sur 7 aurait pris congé l'an dernier à cause du stress. Remarquez bien qu'on ne nous dit pas tellement, peut-être qu'on dit plus loin dans l'article, mais on ne nous dit pas d'emblée ce qu'ils veulent dire par stress. Bon. Je continue la lecture. On ne parle pas d'épidémie, mais 15%, c'est un pourcentage élevé. Alors, vous aurez deviné que 1 sur 7, ça fait 15%. Ça commence à être pas mal de monde. C'est un pourcentage élevé, estime le psychologue François Leduc, spécialisé en psychologie industrielle. Selon lui, le niveau de stress au travail est beaucoup plus élevé qu'il y a 20 ans. Est-ce vrai? Je ne le sais pas. On va le croire, jusqu'à preuve du contraire. Il ajoute, la sécurité d'emploi a pris un sérieux coup. Alors, premier facteur auquel il attribue une pression ou une tension ou un stress, la sécurité d'emploi. Les gens doivent constamment faire valoir leurs compétences et ça met beaucoup de pression. Il blâme aussi la mondialisation. Alors, deuxième facteur, la mondialisation, qui force les travailleurs à assurer un rythme de production souvent plus élevé. S'il n'est pas bien contrôlé, le stress peut mener à la dépression. Vous avez raison, Pierre. Malheureusement, c'est un peu comme la pression artérielle. Les gens ne le savent pas avant de faire de la haute pression, illustre le psychologue. Alors, je vous dirais à ce stade-ci que tout exemple peut clocher, mais certains clochent plus que d'autres. Demandez de l'aide. Je continue la lecture de son article. Les principaux signes de stress sont le manque d'énergie, la fatigue, l'insomnie, les difficultés à se concentrer et l'irritabilité. Alors, je répète parce que c'est important. Les signes de stress. Janine, es-tu là? Je suis là, okay. Pierre. Je sais pas s'il y a eu des problèmes techniques. Non, quoi? Prends ton temps. Ça va. Prends ton temps. Et puis, je vais juste continuer le petit chose, puis ensuite, je vais passer la parole, parce que c'est important. Alors, 1 sur 7, Janine, 15% des travailleurs québécois, sur une étude de 1000 personnes, ont affirmé avoir pris au moins un congé l'an dernier à cause du stress. Comprends-tu? Alors, quels sont les principaux signes de stress? Manque d'énergie. Oui. Fatigue. Oui. Insomnie. Difficulté à se concentrer. Irritabilité. Mm-hmm. C'est pas rien, là. Là, il faut prendre la chose au sérieux. Alors, quelqu'un qui souffre de stress, c'est pas juste qu'il est tendu. C'est qu'il y a des signes objectifs. Il manque d'énergie. Il est fatigué, il se sent fatigué, dort pas bien. Difficulté à se concentrer, irritabilité. Lorsqu'ils prennent congé en raison du stress, la majorité des Québécois restent chez eux et récupèrent. Autrement dit, les 1 sur 7 là, qui ont pris un congé, c'était pour demeurer chez eux. Il aurait peut-être pu faire autre chose, par exemple. Et ce serait bon. Ce serait quand même bon. Tu n'es plus capable de fonctionner, oui. Tu te retires de la circulation. Mais tu me semble, tu aurais pu une petite journée, là, aller prendre se faire masser ou des gugus comme ça, non? C'est une réaction saine qui peut soulager momentanément, dit M. Leduc, mais il faut aussi en parler. Selon le sondage, les 2/3 demandent effectivement de l'aide à un proche. Malheureusement, environ 38% réagissent au stress en mangeant plus et 15% en augmentant la consommation d'alcool. Et l'alcool détend beaucoup. Donne une illusion. T'es bien, là. Janine, oui. Il nous manque un facteur là-dedans. Un facteur parmi ceux qui ont été énoncés, c'est-à-dire manque d'énergie, fatigue. Non, quel facteur vous dites? Un élément.
un élément d'information que j'aurais vraiment aimé avoir et qu'il n'a pas mis. Et ça, je la trouve pas comique. C'est le ratio homme-femme. Le ratio homme-femme. Oui, le ratio homme-femme sur les 1 sur 7, sur les 15%. Sur les 15%, qui ont manqué, qui ont pris un congé l'an dernier, congé de travail, parce qu'ils se sentaient stressés. J'aurais aimé avoir le ratio homme-femme sur cette statistique. Oui, c'est vrai que c'est incomplet. Écoutez, et c'est pas par méchanceté aucune, c'est que lorsqu'on rapporte des statistiques, on se doit, de préciser le problème. Ratio homme-femme. Deuxième donnée absolument nécessaire, c'est le ratio par groupe d'âge. Parce que tu peux être plus sujet aux effets néfastes du stress prolongé quand tu es plus âgé que quand tu es plus jeune. Plus jeune, tu peux en prendre probablement plus longtemps avant que ça t'affecte. Janine, tu présumes. Tu as présumé. C'est ce que je dis, oui. Tu as présumé, tu as peut-être raison, tu as peut-être tort. Puis il y a peut-être des plus jeunes qui ne sont pas capables de supporter le stress également, moi, c'est sûr. Vois-tu, ce que j'observe dans le milieu hospitalier, chez les infirmières, c'est l'inverse de ce que tu as dit. Les femmes d'expérience, les infirmières d'expérience sont plus aptes à gérer le stress, elles sont habituées. L'inverse. L'inverse. C'est quoi? Elles sont moins aptes à gérer le stress? Qu'est-ce que vous dites? Ce que je vois au niveau des urgences, des infirmières plus jeunes en prennent beaucoup plus que les plus âgées. Mais Pierre, mais c'est exactement ce que j'ai dit comme premier énoncé, Pierre. Je présume que quand on est plus jeune, on est capable de supporter plus de stress, d'en couvrir plus large. C'est exactement ce que j'ai dit. Excuse-moi, j'avais compris l'inverse. Ah non, je me dis pourquoi là? Oui, OK. C'est ça, les plus jeunes, on peut présumer qu'ils sont plus capables d'en encaisser puis longtemps avant de craquer. Maintenant, dépendamment des situations. Dans d'autres situations, on pourrait découvrir que les personnes, les adultes plus âgés, en prennent plus que les plus jeunes. Non. Oh! Oui. Oh! Oui, parce qu'ils ont peut-être des trucs, ils ont développé. Exemple, dans l'enseignement. Est-ce que dans l'enseignement, la question est vraiment pertinente, pourquoi? Pourquoi étudier des phénomènes, Janine? Et pourquoi tout ce tatillonnage-là, le ratio homme-femme, ratio par groupe d'âge, ratio par année d'expérience? Parce que tu n'as pas les mêmes problématiques tout au long de la vie, Pierre. On n'a pas les mêmes problématiques, on a des résistances on est plus résistant plus jeune, on peut être plus fragile plus âgé, puis réagir de façon différente suivant les étapes de notre vie. Oui. Parce que le psychologue nous envoie, il nous sensibilise à un problème, c'est bien. Il nous envoie comme facteur la sécurité d'emploi et la mondialisation. Janine. Moi. Janine. Sécurité d'emploi. Moi, ce qui m'a frappé le plus dans l'article, chez les infirmières, Pierre, le problème, il n'est pas là. C'est qu'ils n'ont pas de poste. Les jeunes qui sont stressés, la principale raison, c'est qu'ils n'ont pas de poste permanent. OK? Ils ont des horaires qui n'ont pas d'allure. Deuxièmement, ils ont des horaires abominables. Mm-hmm. La mondialisation n'est même pas un problème. Par contre, dans d'autres domaines, dans le domaine manufacturier, OK? Là, dans le domaine agricole, là, c'est pas l'insécurité d'emploi dans le domaine agricole pour les cultivateurs. C'est d'autres choses. La mondialisation, les quotas avec lesquels ils sont en train de s'étouffer. Vois-tu? Alors, il est important face au stress parce qu'un travailleur sur 7 est affecté. Si on se limite à la présentation selon le psychologue Leduc, on ne sera jamais capable de trouver une solution adaptée. Mais à partir de ça, Pierre, l'exercice que vous venez de faire, là, il peut se faire dans n'importe quel milieu de travail. Les gens vont prendre ça, c'est des grandes lignes, puis ils vont l'adapter à leurs difficultés de travail, à leur niveau de stress dans ce certain milieu de travail-là. Oui, mais c'est une première porte. Non, la façon d'aborder le problème est mauvaise. Alors, on parle d'un problème qui est réel, et on part d'un problème réel que un travailleur sur 7 au Québec l'an dernier a pris congé de son travail parce qu'il était stressé et il y avait des symptômes suivants. Manque d'énergie, fatigue, insomnie, difficulté à se concentrer, irritabilité. OK? On part de ça. Maintenant, si on veut s'attaquer à cette problématique-là ou considérer cette problématique-là, là, on est laissé dans le néant. C'est pour ça qu'on en parle cet après-midi. Une fois qu'on est conscient d'un problème, comment on l'approche, le problème? Parce que la solution va découler de ta capacité d'approcher le problème. Si le problème est bien cerné,
C'est pour ça que je te donne des exemples. Ratio homme-femme, ratio par groupe d'âge, selon les situations. Comprends-tu? Ah oui. Là, tu Bon. peux cibler des solutions Oui. qui pourraient alléger. Bon. Là. Et Pierre, un point, je ne sais pas si vous l'avez souligné, parce qu'on a eu des petits problèmes techniques. Oui, allons-y. Les gens doivent constamment faire valoir leurs compétences. OK? Avant, quand tu entrais chez un employeur et que tu restais des années pour le même employeur, on savait ce que tu valais, il y avait des promotions. Là, tu es obligé de repartir. L'avez-vous considéré, ce point-là? Oui, Trouvez-vous qu'il est significatif? Oui, mais non, c'est pas vrai. Constamment faire valoir ses compétences. Tu es obligé de recommencer à zéro. Janine, Parce que tu changes. prenons notre cas à nous deux. Et toi, dans ton cas, es-tu obligé de constamment faire valoir ta compétence? Non. Tu es connu, tu fais du bon travail, ceux qui t'entourent, ceux qui t'emploient, ils savent exactement, tu sais, ce à quoi s'attendre avec toi. Alors, c'est pas vrai. Mais C'est pas vrai bon. pour Jean-Christophe. Jean-Christophe n'a pas tous les jours à prouver sa compétence, c'est pas vrai. Mais est-ce Sa qu'il y en a réputation est faite, puis Jean, on te confie la mise en onde, puis vogue la galère. Muriel, travailleurs- c'est pareil. Alors là, on est entouré de toute une équipe. Le point que tu viens de soulever, il est pas vrai pour aucun de nous autres. Tu es travailleur autonome, Pierre. Bon. Tu as travaillé pendant 10 ans pour un employeur. On ne veut plus de toi à temps plein. Tu es travailleur autonome. Tu dois vendre au contrat tes compétences. Il y en a qui sont pris là-dedans. Ah, là. ça, c'est pas OK? pareil. Tu Là, on recommences. parle de- Un Voilà. entrepreneur, par exemple. Une autre problématique. Est-ce qu'un fonctionnaire, quelqu'un qui travaille dans la fonction publique, doit faire valoir à tous les jours sa compétence? Pas à tous les Jamais. jours. S'il veut une promotion, Jamais. probablement. Peut-être. Jamais. Alors, dans les Forces armées canadiennes, c'est qu'une fois par année, il va être évalué. Il y a une évaluation, un PIR, une évaluation personnelle annuelle. Il n'y a pas à faire valoir sa compétence. Il va être évalué à la fin de chaque année. Donc, dans certains cas, c'est oui, puis dans d'autres cas, c'est non. Bon. Maintenant. Oui, Pierre, Maintenant. on va passer aux informations. Ah, si attends tu un me petit peu, permets, Pierre. juste avant. Connaissance de soi. Oui. OK? On va y revenir après. Alors, allons-y pour la question. Connaissance de soi? OK. Alors, on parle de stress. On dit qu'une personne sur 7 est stressée en milieu de travail. Êtes-vous une personne stressée? 790-0224, 1-800-667-5241. Hyundai va de la... Êtes-vous capable de fonctionner longtemps sous un stress assez important? Est-ce que vous l'étiez plus quand vous étiez plus jeune? Est-ce que vous êtes jeune puis vous avez de la difficulté? Alors, on parle de stress puisqu'une personne sur 7 souffre de stress. Et on va tout de suite à Sébastien. Bonjour, Sébastien. Bonjour. Oui, bonjour Sébastien. Bonjour. Moi, j'appelle. J'ai 23 ans. Je travaille dans la construction. Ça fait 2 ans que je suis dans la construction. Puis ça fait déjà 8 employeurs que j'ai à mon dossier. Oui. Quand les contrats finissent, c'est tout simplement que le contrat finit puis il faut se trouver une autre place puis qu'il y a un autre contrat qui commence. C'est ça. Vous êtes donc entrepreneur. Vous êtes à votre compte, là, Sébastien. Non, on n'est pas vraiment à notre compte. On travaille pour une compagnie, mais on change de compagnie à chaque fois qu'on change de chantier. Rares sont ceux qui sont capables de garder la même compagnie régulièrement. OK. Mais ils vous connaissent. Avez-vous du chômage ou quoi? Ou si vous tombez vraiment à plat? Oui, on a le chômage, mais là, ça, c'est très bureaucratique, là. Comme là, je peux vous dire, ça fait présentement 2 semaines que j'ai fini mon contrat, puis le chômage, je suis sur une réactivation de demande, puis j'aurai pas de réponse avant le 4 avril. Donc, c'est pas toujours évident pareil. Il faut quand même savoir se préparer des coussins pour quand ces moments-là y arrivent. Oui. Oui. Et, au début, moi, j'étais vraiment stressé à cause de cette situation-là. Ça me stressait beaucoup. Je savais pas où je m'en irais. Je savais pas si j'avais fait le bon choix. Puis... Mais je pense que moi, je suis quelqu'un qui prend le temps par moment de récapituler, de voir le bilan d'où que j'en suis rendu. Oui. Puis je pense que quand on prend le temps de méditer un peu, moi je fais pas vraiment de la méditation, je fais juste de réfléchir. Oui. Mais je pense qu'on se rend compte que des fois nos problèmes sont un peu insuffisants. C'est comme moi, dans le fond, c'était probablement juste un manque de confiance. Je me disais probablement au début, c'est parce que j'avais l'impression de pas faire l'affaire, c'est pour ça que je changeais de compagnie tout le temps. OK. Puis, à force de me reprendre sur moi, j'ai réalisé que non, que je faisais l'ouvrage, que je me donnais à l'ouvrage, que si j'arrivais qu'un jour, je n'arriverais pas d'ouvrage, que ça ne serait pas de ma faute à moi, ça serait vraiment les circonstances de la vie qui ont fait. Mais c'est quasiment légitime. Il s'agit juste de se relever les manches puis de garder la tête haute. Puis je pense qu'à ce moment-là, on peut vaincre le stress, on peut vaincre des choses comme ça. Ouais. Mais c'est quasiment légitime quand on sort de l'école, on commence à travailler.
tu te dis, je sais peut-être pas encore tout du métier, puis ça peut créer un petit peu d'incertitude, puis vous avez dépassé ça rapidement, c'est ça qu'on comprend? Ben, présentement, ça fait 2 ans que je suis dans le métier, puis je peux dire que ça doit faire au moins un bon 6 mois là, que je suis plus sûr de mes moyens, mais j'ai vraiment failli lâcher, mais j'ai une chance de ne pas décourager. Puis, je veux juste dire que dans le fond, le stress, le stress de l'incertitude est souvent lié à un manque de confiance en soi, c'est après moi ce que j'ai pu comprendre de ma situation. Oui. Et oui, vous avez quel âge, Sébastien? Moi, j'ai 23 ans. Vous avez 23 ans. Et votre manque de confiance en vous, est-ce que votre manque de confiance était légitime pour l'âge que vous avez ou si c'était un peu trop exagéré pour l'âge que vous avez? C'est peut-être un peu exagéré, mais vous savez, chaque individu a un parcours de vie bien différent. Exact. Moi, à 15 ans, j'ai été atteint d'un cancer. Fait que je suis comme encore un peu peut-être encore en train de me demander si je sais pas, peut-être des fois si la vie nous en veut ou si mais par moment, c'est sûr qu'il y a des moments plus difficiles, mais je pense que... Quelle sorte de cancer vous avez eu, Sébastien? J'ai eu le cancer de Hodgkin. Hodgkin, ça c'est les ganglions, ça? C'est les ganglions. Ouais. Comme Mario Lemieux. C'est pas Mario Lemieux, le joueur de hockey qui a eu la même chose que Mario Lemieux. La même chose que Mario Lemieux? Oui. C'est ça, mais moi, à ce moment-là, Mario Lemieux a pu s'en sortir juste avec la radiothérapie. Moi, j'ai eu de la chimiothérapie. J'ai été relativement chanceux dans ma malchance, étant donné que c'est un cancer relativement facile à guérir. Mais je veux pas... quand tu as 15 ans, le mot cancer, il fait peur. Là. Oui. Quelle sorte de cancer qu'il y a eu, Sakou Koivu? Pas au courant, vraiment. Pas, hein? Je sais pas si Jean-Christophe saurait ça. Un cancer de l'abdomen, si je ne me trompe pas, mais je ne voudrais pas m'avancer là-dessus. Ah. On va faire une petite recherche nos gars de sport, là, ici. Oui, c'est Sakou Koivu, parce qu'on l'a retrouvé, il y avait la tête, il y avait plus de cheveux, là, puis tout ça, c'est ça. Sakou Koivu, c'est pas ça, Hodgkin aussi? Non. Je sais que Mario Lemieux, un informe quelconque. Mario Lemieux, je suis sûr. Oui. Mais c'est que Mario Lemieux, lui, moi, je l'avais au niveau du cou. Mario Lemieux l'avait au niveau du cou, mais je pense que si c'est un Hodgkin, ça peut être au niveau de l'abdomen. Lymphome abdominal, c'est ça. Ouais, c'est un lymphome. Moi, je suis dans la même famille. On n'est pas loin, là. On est dans la même confrérie de cancer. OK. Alors, vous, dans votre cas, disons que votre manque de confiance, on convient dessus qu'on va donner une chance au coureur, et ça a été brillant. Est-ce qu'il y a quelqu'un, en avez-vous, ce stress-là, en avez-vous parlé à quelqu'un? Non, je pense que je suis quelqu'un qui essaie de projeter une image de quelqu'un qui est fort, même dans mes faiblesses. Arrêtez donc, vous êtes masculin. Ah ben oui. Oh! Sans que ça nuise, par exemple? Oh, si c'est le fun d'entendre. Ben, je m'attendais à une réponse comme ça de vous. Ah ouais? Parce que si vous aviez confié votre stress, j'aurais eu peur que quelqu'un s'en empare et l'augmente. Parce que Pierre, ça c'est un des paragraphes ici, hein. Parler à un proche quand tu es stressé, c'est ça, c'est plus ou moins efficace. C'est ça. Vous savez, Sébastien, là vous avez vaincu une première difficulté de vie par vous-même. Comment on se sent quand on réussit à vaincre ce genre de stress-là? Ben, moi, je peux dire présentement, je me sens bien. Je me sens calme avec moi-même. Est-ce qu'il est possible que vous ressentiez un petit brin de fierté? Oui, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr parce que... Janine, quelle est la troisième valeur athée que je prône? Pierre, je m'en souviens. Respect de l'autre, vaillance, fierté. Bon, c'est ça. Il est fier. Entraide. Oui. La troisième, fierté. Pourquoi que Maillot, il prône la fierté comme étant une valeur fondamentale athée de l'être humain? Ça vient faire quoi, Sébastien, la fierté dans votre quotidien? Ben, c'est drôle que vous apportez le mot fierté sur le sujet parce que à la suite de mon cancer, j'ai fait un voyage thérapeutique avec une fondation qui s'appelle Sur la pointe des pieds. Ouais. Ça nous amène à plutôt refocuser sur nous-mêmes après l'épreuve qui est la maladie. Puis à la suite de ce voyage-là, à la fin du voyage, ils nous demandaient tous de trouver un mot qui nous semblait important pour nous dans notre situation, dans notre vie présentement. Puis moi, mon mot, j'ai trouvé, c'est fierté. Ouais. Non.
Mais c'est une coïncidence. C'est une pure coïncidence, Sébastien. Je vous le dis, c'est une coïncidence pure. C'est ça, moi, le mot que j'avais décidé de choisir, c'était fierté, parce que j'avais appris à être fier de moi d'avoir vaincu la maladie. Parce que, Sébastien, savez-vous pourquoi que je prône la fierté comme étant une valeur athée fondamentale de l'être humain? Parce que la fierté, le sentiment de fierté, est un déterminant du comportement humain. Okay. Il y a beaucoup de gestes que vous allez poser ou ne poserez pas parce que vous attendez être plus fier ou moins fier, selon que vous allez le faire ou pas. Ça renforce. Les êtres humains normaux, athées, peuvent agir comme ça. Alors, fierté, Sébastien. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Un gros merci, Sébastien. Ça me fait plaisir. Au revoir. Oh! Alors, on parle de stress aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ça comme une bébête monstrueuse ou c'est quelque chose qu'on peut surmonter puis continuer après une période de stress intense, sachant que pendant qu'on la vit, il va y avoir une issue. 790-0224, 1-800-667-52-41. On parle de stress aujourd'hui. On vit des stress. Ça peut être normal. À un moment donné, ça dépasse la normale et ça devient insupportable. Ça nous cause même des problèmes de santé. C'est tout ce que vous avez énuméré tantôt, manque d'énergie, fatigue, insomnie, difficulté à se concentrer, l'irritabilité, ça c'est une étape, Pierre. Mais ça peut aller, comme on le dit également, jusqu'à la dépression. Des gens qui s'effondrent quand ça fait longtemps. Alors comment vous transigez avec ça, le stress? On parle à Joanne. Bonjour, Joanne. Bonjour. Oui, bonjour, Joanne. Bonjour. Moi, je suis dans l'usine. Je travaille pour une compagnie multinationale dans une usine. Oui. Une usine qui fait quoi, Joanne? Je travaille pour Johnson & Johnson. OK. Ça, Johnson, c'est des produits de cosmétiques, produits pour bébés. Pansements, tout ça. Tout ça, c'est gros. Oui, c'est une grosse multinationale. Et vous, précisément, votre travail consiste à? Moi, je suis opératrice. Vous opérez des machines? Oui, c'est ça. OK, continuez. Puis, c'est sûr que là, aujourd'hui, j'ai 55 ans. Oui. À 42 ans, on a robotisé beaucoup. Oui. Puis ça, c'est venu apporter beaucoup de stress. Expliquez-nous. Parce que toutes les machines ont été changées. Oui. Puis, ça nous demandait, il y avait comme plus... Le travail manuel diminuait beaucoup. Oui. Alors donc, il fallait devenir opératrice. Oui. C'était... à cette époque-là, c'était un milieu d'hommes. Mm-hmm. Il a fallu, nous arriver en tant que femmes à travailler avec des hommes sur les machines pour opérer. Oui. Ça n'a pas été simple comme ça. Là, j'ai vécu beaucoup de stress. Expliquez-vous. Il y avait une formation. Quand vous dites ça n'a pas été simple comme ça, qu'est-ce que vous voulez dire? C'était pas très bien vu. Les femmes sur les machines, c'était pas... mécaniquement parlant, on n'avait pas de place là. On nous donnait pas de place là. Mais c'était qui? C'était les employés ou les patrons? Non, les employés. Les employés... Mais vous étiez combien? Quel était le ratio homme-femme à ce moment-là? Ah, mon Dieu. Non, laissez faire le bon Dieu, là. On était, je dirais, là... moi, j'étais dans les premières femmes qui ont commencé à prendre le cours d'opérateur. Bon, alors c'est un milieu presque exclusivement masculin, l'opération des machines. C'est ça. C'est juste ça que je voulais entendre. C'est ça. Alors, il y avait à peu près pas de femmes. Vous étiez une des pionnières, une des premières. Exactement. Une des seules. OK. Exactement. Les gars voyaient pas tellement ça d'un bon œil que des femmes viennent jouer ces machines. Pas tous. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Bon, OK. Continuez. Puis là, bien, c'est ça. Il a fallu apprendre l'opération. Oui. Aller dans des cours 3 mois, tous les jours. Oui. Théorique et pratique. Ben oui. Et puis, on se retrouvait ces machines. Non, là, vous étiez combien dans vos... Ben oui. On était environ 4-5 filles. Bon, il y avait 4-5 femmes? Oui. OK. Sur un groupe de combien? Sur un groupe de 10. Ben, vous étiez la moitié du groupe. À peu près, oui. À peu près. Mais quand on se retrouvait sur la machine, ben là, les hommes étaient tous là, eux autres. Ah, vous étiez... Les machines étaient déjà en opération. Ah, OK. Oui. Et là, il y en avait combien d'hommes qui opéraient déjà des machines, à peu près? Il y en avait, je dirais,
60 hommes, certains. OK, il y avait, là, on comprend. Le ratio, il y avait 4-5 femmes pour 60 hommes. À peu près, oui. Oui, OK. Oui. Allez-y. Puis là, moi, j'ai vécu un gros stress. Oui. La compétition a embarqué. C'est sûr que moi, après coup, là, c'est que j'ai laissé faire ça à quelque part, là. J'ai embarqué là-dedans. Non, attendez. Racontez-nous les faits, puis on se penchera sur les interprétations après. On peut pas faire les deux en même temps. J'ai embarqué dans cette compétition-là. Oui. Il fallait que je prouve que j'étais capable, que même si j'étais une femme, que j'étais habituée avec une poêlonne, j'étais quand même capable d'assimiler puis de faire le travail. C'est évident. C'est évident que vous deviez faire vos preuves. Oui, je devais faire mes preuves. Comme tout le monde. Alors, femme ou homme ou enfant, ça c'est minimal. Alors, il a fallu que vous prouviez que vous étiez capable. Sinon, sinon tu perds ton emploi. Deuxièmement, vous aviez à compétitionner contre d'autres qui étaient et dans le cours et sur le plancher. Exactement. Et j'ai bien compris. Continuez. Ouais. Puis là, c'est certain qu'il y avait des comportements. Des comportements qui faisaient j'étais pas la bienvenue. Comme? Exemple, je fais venir un mécano 4-5 fois pour lui dire, bon, j'ai ça comme problème. Puis, eux autres, ce qu'ils disaient, c'est que tu avais un problème qui était opérationnel, l'autre qui était mécanique. Fait que si tu appelais le mécanicien, puis que c'était opérationnel, là, à ce moment-là, je me faisais varger dessus, là. Oh, oui. Fait qu'à un moment donné... Attendez. Je me faisais varger dessus. Coup de poing, coup de pied... Non. Par des paroles, par des comportements... Comme quoi? Donnez-nous les pires propos que vous avez eus, là, c'était quoi? Les pires propos, c'est, regarde, t'as pas vu, c'est pas mécanique, ça, c'est opérationnel. Joanne, vous venez de vous tirer dans le pied, pas à peu près. Oui. Essayez d'en trouver, parce que là, vous avez affirmé que vous vous faisiez varger dessus, alors que le type vous donne son opinion. Oui, il me donne son opinion, mais ce qu'il me dit, c'est, regarde, tu devrais le voir, tu devrais... Puis là, moi, ce que je répondais, c'est, regarde, je commence. Regarde, je commence, je le dis. Oui, mais Joanne, la vie n'est pas une garderie à ciel ouvert. C'était peut-être le ton. C'est le, je sais pas. Là, Janine, on va lui donner capable de... Pourquoi Joanne a réagi comme ça? C'est ça. Non. Écoutez, les faits sont quoi? Ce que je veux, Joanne, c'est que vous nous présentiez vos faits honnêtement. Oui, mais... Alors, je me faisais varger dessus. Je vous dis, donnez-nous des exemples où vous vous êtes senti... Vous devriez être dans vos chaudrons. Vous n'avez pas de place, vous n'avez pas d'affaires. Là, c'est différent, là, à force d'insister. Ça, le type, le mécano, vous disait vraiment ça? Oui. Là, on est rendu dans le domaine des insultes. Oui, mais puis là... Mais, regardez, vous n'êtes pas capable de distinguer entre une opinion et une injure. Et ça, là, ça vous honore pas. Je me faisais varger dessus, puis je vous dis, donnez-nous des exemples. Là, regarde, t'as pas vu, là, t'aurais dû le voir que c'était opérationnel et non pas mécanique. Ça, c'est une opinion. Mais là, quand vous nous dites, à force d'insister, tu devrais retourner dans tes chaudrons. Là, on n'est plus dans la même... Voyez-vous, c'est ça que je reproche à beaucoup de femmes. Ils ont manque de jugement social. C'est important de bien jauger les commentaires des personnes et ne pas toutes mêler ça ensemble. Parce que le gars n'avait pas à dire ça. Elle a 150 raisons peut-être de travailler, elle est peut-être soutien la famille. La première partie, c'est son opinion. Les injures, il n'y a pas d'affaire à dire ça. C'est ça que vous digériez pas, mais vous n'êtes pas capable spontanément de nous démêler ça, Joanne. C'est ça le doux reproche que je vous ferais. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de dire? Non, c'est parce que moi, exemple, j'ai une approche différente. Je garocherai rien. Je pitcherai rien parce que je suis impatiente, parce que, regarde, j'ai pas à faire vivre rien à personne. Regarde, elle sait pas, je vais y expliquer. Oui. Vous êtes gentil, puis il y a des gens moins gentils. Je ne pas avoir des comportements agressifs ou des comportements, là... ce qu'il voulait, c'est seulement que j'aille peur, puis qu'il attire l'attention, puis c'est lui le roi et maître. C'est ce qu'il voulait, là, dans son approche, là. Êtes-vous capable de démêler un comportement masculin d'un comportement agressif? Oui.
Vous êtes bien certaine de ça, vous? Bien certain. Voyez-vous, vous faites bien d'appeler cet après-midi, parce que vous illustrez une des difficultés majeures de faire travailler des hommes et des femmes ensemble, dans certaines sphères. Pas dans les hôpitaux, dans certaines sphères. Mais entre autres, dans les hôpitaux, oui, dans les salles d'opération. Où ça doit rusher, là. Parce qu'il y a des chirurgiens qui garochent les affaires. Puis il y a des chirurgiens, Pierre, qui n'ont aucune... Ils sont pas capables d'entrer en relation avec les autres. C'est des mécaniciens. Puis je dis pas ça là pour dénigrer les mécaniciens. Ils font de la chirurgie et quand le patient après opération pose des questions, ils n'ont pas le sens. Je sais pas comment vous appelez ça, Pierre. D'entrer en contact. Il y a des chirurgiens. Bon. Ils sont des maudits bons chirurgiens, mais ils sont bêtes en titi, puis même le personnel le dit. Il y a des chirurgiens qui sacrent comme des charretiers pendant qu'ils opèrent. Voilà, ils ne sacrent pas après l'infirmière, ils sacrent. C'est ça. Comprenez-vous? Oui. Puis ça peut être un sacré bon chirurgien, puis je me ferais opérer n'importe quand par un chirurgien compétent qui sac. Oui. Mais l'infirmière qui lui donne les outils... Elle trouve pas ça drôle tout le temps. Elle peut... Non, mais Pierre, je l'ai entendu plusieurs fois, celle-là. Non, mais ça, un mécanicien, on a toutes sortes de comportements, là. Il y a un mécanicien qui a de la difficulté à réparer une machine, qui garoche tout. Moi, j'ai rien contre ça, là. Il peut faire ça s'il veut, là. J'ai aucun problème avec ça. J'en ris même. Allô? Oui, Joanne. En tout cas, continuez. Alors, c'est pas de problème avec ça, parce que... Alors, vous avez été stressé parce que vous avez dû prouver que vous étiez capable. Oui. Vous avez été stressé parce que vous avez dû compétitionner. Oui. Vous avez été stressé parce que il y a quelqu'un, je retiens de cette portion-là, qui vous a dit des bêtises. Oui. Bon, qui vous a insulté. Oui, mais lui, à un moment donné, là, je l'ai pogné, là. À un moment donné, je l'ai fait venir sa machine plusieurs fois. Parce que je manquais d'expérience, tout ça. Puis à un moment donné, je lui ai dit, regarde, on a un problème tous les deux, là. On va essayer de régler ça bien vite. Oui. Je suis une fille. Non, regardez, Joanne, là, les histoires de langage enfantin changé. À 45 ans, vous n'étiez pas une fille, vous étiez une femme. Alors, essayez aussi d'ajuster votre langage pour avoir un langage d'adulte. À 42 ans, on n'est plus une fille. What? Un travailleur québécois sur 7 a pris congé l'an dernier à cause du stress. Ouais. Êtes-vous stressé? Ça, c'est un sondage Léger Marketing quand même, là. C'est un bon échantillonnage. Est-ce que nos perceptions, Pierre, nous causent du stress? Nos mauvaises perceptions ajoutent à un stress? Ben, qu'est-ce que tu veux dire par ça? C'est parce que je comprends pas ce que tu veux dire. On va revenir là-dessus. Mauvaise perception. OK, on va revenir là-dessus. C'est n'importe quoi parce que c'est un langage, c'est une espèce de langage fourre-tout. Bon, Pierre, on va prendre un appel parce que c'est petit bloc, puis on va revenir sur les perceptions. Bonjour, Mélissa. Bonjour. Oui, bonjour, Mélissa. Bonjour. J'appelle, ça fait plusieurs fois que j'essaie de rentrer en contact. Le stress m'intéresse beaucoup parce que moi, je crois que c'est... Pour ma part, ça part de loin. Ça part... moi, je suis jeune, j'ai 23 ans. Oui. Puis le stress a été... si je peux dire vers l'âge de 10 ans au moins, c'est sûr que peut-être même avant, là, du fait des grandes responsabilités que j'avais à cet âge-là. C'est-à-dire, depuis mon enfance, j'ai toujours, ma mère, c'est une personne malade, psychomaniaco-dépressive. Puis, depuis très jeune, j'ai été placée en famille d'accueil, retournée chez ma mère, famille d'accueil, retournée chez ma mère. Après ça, à 12 ans, elle pouvait plus s'occuper de moi, fait que ça a été mon père. Mais à cet âge-là, pendant que ma mère, partait à l'hôpital et que je restais avec mon beau-père, fallait que je fasse les repas, fallait que je m'occupe de tout. J'étais la responsable. La bonne. Ben, la bonne et aussi, c'est ça, le fait qu'on m'ait donné beaucoup de responsabilités à cet âge-là. Aucun problème avec les responsabilités, Mélissa. Non? Ouais, prétexte. OK, peut-être. Aucun problème, une petite fille de 12 ans qui fait à manger. Aucun problème là. Dans un contexte normal, Pierre, par exemple. Aucun problème là. Oui. Alors, cherchez... On m'a donné le rôle de la mère, pareil. Pardon? On m'a donné le rôle de la mère, pareil. C'est-à-dire? De mon beau-père, de mon frère, fallait que je m'occupe de toutes les responsabilités. En plus, ils étaient des témoins de Jéhovah, mes parents, donc ça, c'était l'enfer. Je sortais, je faisais du porte-à-porte. Arrêtez donc, du porte-à-porte. L'hiver avec des bottes de pluie. Oui, l'hiver avec des bottes de pluie. C'est effrayant, anyway. Oui. Ça, c'est une religion qui... Anyway, déjà, ça, c'était beaucoup de... aussi. C'est une religion quoi?
Videz votre petit C'est pas cœur. une religion, c'est une secte, là. C'est Mais une, bon. c'est une religion ou une secte qui... Qu'est-ce que vous voulez dire par là, qui? Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire? OK, mais c'est une religion, premièrement, qui nous empêche d'être... qui veulent nous qui veulent qu'on soit comme eux, ils veulent qu'on soit, là. Oui. Donc, on est obligé d'aller... Alors, c'est une aux religion réunions. qui oblige au conformisme. C'est ça. Est-ce que vous savez que toutes les religions font ça et que c'est le propre de toutes les religions de mépriser l'individualisation? Oui, mais c'est pour ça que Saviez-vous ça? j'ai plus aucune religion. Eh oui, toutes les religions veulent un troupeau soumis et obéissant. C'est ça. C'est ça. Alors, elle allait en petite boîte de pluie. C'est parce pour ça c'était que c'est pour ça que je dis que toutes les religions sont des cancers de société, parce qu'elles vont toutes empêcher les êtres humains de s'épanouir. Toute la gang. Ah, puis c'est totalement vrai, ça fait... Arrête donc, vous êtes d'accord avec moi? Ben là, on est deux. Elle l'a vécu, hein? Ah Mais ça, bon? combien de temps vous avez été sous la férule de 12 ans. Après ça, j'ai été renvoyée chez mon père, que lui, c'était totalement le contraire. Les Jéhovah jusqu'à l'âge de 12 ans? Oui. C'est ça, OK. Donc, c'est ça, chez mon père, c'était totalement le contraire. Là, je pouvais avoir de tout. Là. Je pouvais faire, j'avais juste à péter ma crise, puis je pouvais faire ce que je voulais. J'ai eu une très mauvaise éducation, ça je le sais. Même si j'en ai eu une où les parents... en tout cas, Mélissa, vous êtes une des premières à notre tribune en 11 ans 3/4 à nous sortir ça comme un canon comme ça. Vous avez 23 ans et Janine est témoin. Il y a à peu près jamais une femme qui nous dit carrément « J'ai eu une très mauvaise éducation ». Ah, je le sais. Ça fait la personne que je suis. Ça fait de moi une personne que j'ai de la misère à prendre mes décisions. J'ai manque de confiance en moi. J'ai écouté l'émission. Coudon, faites-vous partie d'Atlic qui veut un Québec lucide? Elle oui, l'est. moi, Vous l'êtes, Mélissa. Vous êtes une jeune femme lucide. Je m'analyse beaucoup et je sais, je suis capable de dire... Êtes-vous une adepte de Lucien Bouchard? Non. Pour un Québec lucide? Non. Mais c'est vrai, Mais Monsieur Bouchard n'a pas inventé la lucidité, Pierre. Hein? J'espère qu'il ne commencera pas à prétendre que c'est lui qui a inventé ça. Il est assez narcissique, il est assez plein de lui-même pour croire ça, par exemple. Allons, vagons. Puis, par rapport à ça, tous mes problèmes dus à l'éducation, ou je sais pas qu'est-ce qui... Mais ça fait qu'aujourd'hui, j'ai démarré mon entreprise à l'âge de 21 ans. Non. Oui, je travaille avec les animaux. Je suis une passionnée d'animaux, avec les chiens, comportement canin. Oui. Les gens m'appellent pour les troubles de comportement. Je suis super bonne à régler les troubles des autres. Mais mais attendez, là, wow, elle est pas... Non, mais c'est tout qu'un talent, ça, là. Non, je suis très sérieux. Oui. Alors, vous êtes bonne pour régler les troubles de comportement des chiens. Ça, c'est quelque chose. Parce que c'est un talent, hein, c'est un talent naturel. OK. Alors, le plus gros morceau que je n'ai pas mentionné avant, depuis le début de l'émission, c'est la connaissance de soi-même. Alors, le meilleur facteur pour contrer le stress est la connaissance adéquate de soi. Oui. Connaître ses forces, ses faiblesses, ses talents, ses aptitudes. Et tu vas pas attendez, mesdames, attendez un peu, là. C'est important. Parce que les auditeurs, ils écoutent, là. Alors, dans la connaissance de soi et dans l'humilité, connaître ses forces et ses faiblesses, ses talents, ses aptitudes et leurs limites. Là, vous pouvez parler. OK. C'est ça. Moi, j'ai choisi... avant ça, j'ai essayé tout plein d'emplois. Je me suis promenée dans toutes sortes de domaines, agent de sécurité, les shops, les restaurants, les bars. Mélissa, Janine. On continue, ben oui. 23 ans, parce que, tout un exemple, là. On est allé plus large, mais on va revenir à elle. On est en train de se servir une leçon de vie. Oui. Puis quelle est sa place, elle aussi, là? Hein? Oui. OK, alors on parle de stress aujourd'hui. On dit qu'un travailleur québécois sur 7 a pris congé l'an dernier à cause du stress. Avez-vous de la misère à vivre avec le stress et un stress prolongé? 790-0224. Et
Donc, il est question aujourd'hui de stress. On dit qu'au Québec, 1 travailleur sur 7 l'an dernier s'est retrouvé en congé parce que trop stressé, avec des conséquences. Bon. Et on nous a pas dit combien de temps avait duré le congé. Non. C'est important. Non. Alors, tu vois, Janine, lorsqu'on veut bien saisir une problématique, il est important d'en dégager différentes variables. Alors, Faute de quoi, on ne pourra pas s'attaquer à cette problématique-là. C'est important ce que je dis. Puis c'est pas des blagues. C'est au niveau de l'approche. L'approche est importante parce que la qualité de l'approche va permettre en grande partie déjà d'amorcer une solution. C'est ça. On va essayer de le faire avec Mélissa. Alors, On je va essayer de voir- deviendrai détective. Écoute, vous allez finir par m'appeler le prof Mayou. Bon. Et retournons à Mélissa. Oui. Alors, par Mélissa, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont trouver des idées. Ah! Hein? Bon, elle a 23 ans. Alors, prof elle a eu une Mélissa. enfance assez rock'n'roll. Famille d'accueil, pas parce que c'était une mauvaise petite fille, parce que ses parents, sa mère souffrait de problèmes psychiatriques. Oui. C'est ça. Fait que ça fait une... et Témoin elle de a- Jéhovah. Tout ça. Bottes de pluie en plein hiver. Elle a démarré quand même une entreprise. Oui. C'est ça, Mélissa? Et vous êtes stressé? Ben non. Ou si vous avez dépassé, vous vivez Ben non, avec ben votre non. stress? Et avant de- Pardon? Au travail, j'ai plus de stress. Bon, je savais. Parce que je fais ce que j'aime, puis Parce que, Janine, Mélissa peut pas être une hystérique et, à 21 ans, avoir démarré une entreprise pour troubles de comportement de chien. Tu sais, il y a des choses incompatibles dans la vie. Oui. Elle a Les du retard. hystériques ne crissent rien de leur vie. Tandis J'ai que quand vous, même là, des vous avez troubles, seulement là. 23 ans, puis vous êtes dans le moulin. Alors, continuez, allez-y. Bon, quand je disais, bon, je suis bonne pour aider les gens avec leurs troubles. Bon, OK, là, on parle de troubles canins, mais il y a des gens qui m'appellent aussi ou des amis qui me parlent de leurs problèmes. Bon, ça, tout va bien là-dedans, mais quand il s'agit de moi, Mais Mélissa, problème émotif, problème... Mélissa, vous êtes sur une voie privilégiée. Vous êtes sur une voie privilégiée à 23 ans. Savez-vous pourquoi je vous dis ça? Là, vous allez continuer à résoudre tranquillement des problèmes de chiens et les problèmes des autres. Et dans le processus, ça va vous permettre de grandir et de résoudre certaines de vos difficultés. Soyez simplement patiente. c'est Vous ça. avez amorcé un processus de réparation extraordinaire. Puis Pierre, les autres doivent la trouver suffisamment forte, suffisamment bien pourvue pour aller larguer leurs problèmes sur elle. Oui. N'est-ce pas? Vous n'êtes Alors, pas une faible, Mélissa. règle d'or, Mélissa. Premièrement, l'intervenant doit survivre. Oui. C'est un intervenant naturel. Elle est ça, là. Ben, oui, ben Pierre. voyons, Janine, Alors, c'est ce qu'elle nous l'intervenant doit survivre. Ensuite, Alors, Pierre. non. Mélissa, qu'est-ce que vous comprenez de ce que je viens de dire? Hey, parce que le gros morceau est là, Janine. Oh oui. L'intervenant doit survivre. Oui. Donc, moi, je dois être plus fort que les... Non? C'est-à-dire ne jamais vous laisser écraser par le problème de l'autre. C'est ça. Le problème de l'autre lui appartient. Lui appartient... J'arrive à séparer ça. Pardon? J'arrive à séparer. Voilà. Le faites-vous? Tout le temps. Le faites-vous, naturellement? Oui, avant, j'avais peut-être plus de misère, mais maintenant, je suis capable de le faire. Yes! Je me sens plus, j'arrive pas chez moi, puis je suis, certaines occasions, parce que, bon, l'abandon des animaux, ça me travaille beaucoup. Mais, sinon, je sépare beaucoup, là. Ce que j'ai de la misère, excusez-moi, mon téléphone, il sonne en même temps. Pas grave, ça. Prenez votre temps. On n'est pas énervé après-midi. Parfait. Ce que j'ai de la misère, c'est de gérer, c'est vraiment gérer moi, mais j'ai tout le temps des remises en question, j'ai tout le temps, si on sépare, là, le stress du travail, ça me stresse pas, le travail. Oui. C'est vraiment plus je pense que c'est moi qui me crée ce stress-là, là, mais ma vie personnelle, c'est ça mes décisions, je suis jamais branchée. Alors, dans votre vie personnelle, argent et sexe. Vous voulez dire que c'est argent et sexe dans ma vie personnelle? Oui, votre vie personnelle, là, c'est les deux gros morceaux de votre vie personnelle, le bacon puis le sexe. OK. Comment on se débrouille? Je m'inquiète pas vraiment. Bon. L'amour peut-être, oui. Pardon? L'amour peut-être. Non. ça, c'est- Quel mot ai-je utilisé?
Le sexe. Ah, regardez donc, le vulgaire Amalio. Il veut pas parler d'amour. Il a dit le bacon et le sexe. Bon, mais le bacon, c'est pas un trouble, le sexe, peut-être. Bon, racontez. Je pense que je sais pas, ok, je mets ça là-dessus parce que je vous écoute souvent, là, l'éducation peut-être. Puis le côté les femmes dans la société, qu'est-ce que c'est, le contrôle, le ci, le ça. J'ai quelque chose en dedans de moi qui aime beaucoup avoir le contrôle. Oui. Le fait, j'ai parti mon entreprise, c'est une des raisons. Mélissa, quel est le lien? Je ne vois pas le rapport avec le sexe. Ça, c'est avec le copain, peut-être? Non, le sexe. Le sexe. Mais OK, si vous voulez parler ça, de le sexe, là, c'est ce que vous avez entre les deux jambes. OK, j'ai eu mon orgasme pour la première fois à 21 ans. Vous êtes tout à fait normal, vous êtes dans la moyenne des femmes. Ah, OK. À 21 ans... Je me masturbais pas avant. Non, à 21 ans, une femme sur deux a toujours pas eu d'orgasme. Okay. À vous, si vous l'avez eu à 21 ans, vous êtes dans le 50% qui l'a eu. OK. Je suis chanceuse. Oui, alors, non, c'est comme ça. C'est la vie. Sexe, qu'est-ce que vous voulez dire côté sexe? Qu'est-ce que vous voulez entendre? Qu'est-ce que vous voulez Non, je veux rien entendre. Je veux vous entendre. OK, mais est-ce que c'est un facteur... Est-ce qu'on peut demander si c'est un facteur épanouissant? Non. Actuellement, Janine, elle a 23 ans. Janine, oui, non. Oui, monsieur. Oui. Elle a 23 ans. Moi, je veux entendre ce qu'elle a à dire sur le sexe. C'est ce que nous faisons. Nous écoutons. Mais sans lui suggérer de piste. Parce qu'autrement, là, elle va boire nos paroles. Je sais comment elle est. Le sexe, je trouve que c'est quelque chose de bien important pour... c'est plus important pour moi, oui, c'est un côté important, mais c'est pas ce qui est le plus important. OK. Pour vous, je suis capable de m'en passer. Bon. Même des fois, peut-être que j'aurais pas le goût, puis je vais le faire pour le plaisir de l'autre. Ouais. Mélissa, on a un problème. J'ai pas le goût, mais il faut que l'autre se vide. Ouais. Janine? Oui. Ça va pas bien. Je pense beaucoup... Non, ça va pas bien. Non. Pour plaire à l'autre. Non, j'ai Mélissa. Pour plaire à l'autre, on se trouve les jambes puis on le laisse se vider? J'ai plein de... Puis je le vois en moi, ça. Puis j'essaie de le travailler. Je commence à travailler puis à dire non quand j'ai goût de dire non. Apprendre à dire non. Oui. Oh, j'haïs pas ça? Ça, je l'apprends. Non. On ne s'ouvre pas les jambes pour que monsieur puisse se vider. C'est bien de valeur. Ça, c'est fini. Ah, ben ça, c'est ça. Savez-vous pourquoi? C'est quoi la conséquence de s'ouvrir les jambes puis de permettre à monsieur de se vider quand madame en a pas envie? C'est quoi la conséquence à moyen terme? C'est que l'autre, il prenne ça pour... Non, sur vous. Sur vous. Sur moi? Oui, c'est ça. Oui. OK, donc moi, je m'écoute pas. Je sais pas, je me respecte pas. Oui, je m'écoute pas. Ben, il va arriver quoi à moyen terme si vous vous écoutez pas et vous vous respectez pas? Mais ça ira pas bien, ça. C'est-à-dire? Ça va être stressant, hein? On va devenir... savez-vous avec quoi qu'on va devenir? Si on continue à s'ouvrir les jambes quand ça nous tente pas, on va manifester un manque d'énergie, de la fatigue, de l'insomnie, des difficultés à se concentrer et de l'irritabilité. Ça se peut-tu? Ah, ça se peut très bien, oui. Ah ben! Mais c'est pas juste dans ces sphères-là que j'ai pas de la misère, que j'ai de la misère à me décider ou à me... Vous savez, je suis véreux. Rendu à mon âge, je suis un peu véreux. Mais si par la sexualité... J'utilise la voie sexuelle pour vous démontrer et démontrer aux auditeurs que ce qui va se passer dans la sphère sexuelle, c'est un reflet du fonctionnement dans d'autres sphères. Bien sûr. Donc, mais c'est dur de passer par... J'ai déjà essayé de rencontrer des gens pour en parler ou des spécialistes, mais ça... Bon, les autres, ce qu'ils vont aller faire, c'est rechercher dans l'enfance qu'est-ce qui a été dur et de... Parce que je trouve ça dur de pouvoir régler tout ça toute seule. Mélissa? Je sais qu'il faut le faire, mais... Non. Non. Dans votre cas, je ne suis pas certain que le jeu envahit la chandelle. C'est-à-dire aller en thérapie? Vous recommandez pas ça? C'est ça, Pierre? Dans votre cas, je ne suis pas certain que ce soit dans votre intérêt de reviser tout votre passé.
Pourquoi, si je reste stagné là-dessus, c'est ça que j'avais pourquoi vous riez? Pourquoi vous riez? Vous avez eu un petit rire quand... Parce que justement, quand que le passé, je peux m'en servir beaucoup aussi pour me justifier ou M'auto-flageller. Je suis comme ça parce que... Oui. C'est que dans votre cas, vous nous avez dit que vous avez vécu énormément de misère sociale. Oui. Hein? Misère affective, misère sociale. Est-ce que j'ai bien compris? Oh, totalement. Lorsque j'étais psychiatre, je vais le mettre comme ça, lorsque j'étais psychiatre, j'étais très réticent à aider des personnes dans des thérapies introspectives lorsqu'ils avaient vécu beaucoup de misère sociale. Je préférais nettement les aider à partir d'aujourd'hui et se tourner vers l'avenir. Et instinctivement, c'est ce que vous avez fait à 21 ans. Oui, et je vous en félicite énormément. Elle a ce ressort-là. Mais si elle allait trop patauger, Pierre, dans le passé, elle pourrait se fragiliser. C'est ça? Pas à peu près, Janine. Ouais. C'est très bien. C'est très bien dit. Autrement dit, vous avez tout à gagner à aller vers l'avant. Et non à travailler les bébites d'avant. Ben là, les bébites, Mélissa, c'est pas les bébites, c'est le, comment ça s'appelle la place où il y a, c'est l'insectarium de Montréal. Il y en a trop, Mélissa, c'est ça. Ben, je sais pas, je vous dis ça. Je fais mon blabla, là. Écoutez, ce que je viens de dire, là, prenez ça comme vous voulez, là. Non, je prends pas ça mal. Non, mais je ne connais, je suis pas sûr du bien fondé de ce que j'ai dit. Je vous fais mon blabla spontanément. Vous me faites le vote, je vous fais le mien. Puis vous prenez ce qui vous convient. Je ne sais pas quelle valeur attribuer à mes propos dans votre cas, mais je vous fais mon blabla au fur et à mesure que j'y pense. Parce que ça m'a pas aidé, anyway, de retourner en arrière, là. Je pense que... Ça vient comme un peu renforcer ce que vous venez de dire, hein. Mélissa, lâchez pas. Merci beaucoup. OK, bye. Allez, brave, femme brave. Il y en a une couple de femmes braves au Québec. Le réseau immobilier. Quand est-ce qu'un stress devient invivable pour vous? À quel moment êtes-vous capable de cibler le niveau là, où ça devient intolérable puis vous êtes de moins en moins fonctionnel? 790-0224, 1-800-667-52-41. On parle à Nancy. Bonjour, Nancy. Bonjour, Mme Ross. Bonjour, Monsieur Mailloux. Oui, bonjour, Nancy. Tout d'abord, félicitations à Mélissa qui était là avant moi. J'ai failli raccrocher parce que il y avait tellement de similitudes entre mon histoire et la sienne sur plusieurs points. Nancy, sentez-vous bien à l'aise d'être redondante dans des propos aussi extraordinaires. Alors, allez-y fort. Il n'y aura rien de pareil. De toute façon, au final, là, il va y avoir trop de différences dans les nuances. Et vous avez quel âge, Nancy? J'ai 35 ans. Allez-y, on vous écoute. Moi, je suis quelqu'un qui supporte pas bien le stress. Puis j'ai eu un travail qui engendrait beaucoup de stress auparavant. J'ai arrêté ce travail-là à 29 ans parce que j'en étais malade à faire des migraines, à vomir. Mais c'était toujours une journée avant de retourner au travail que j'étais malade. Au travail, je me présentais toujours, c'était très rare que j'étais malade au travail. Oui. Et puis, facilement, avec le temps et en vous écoutant, j'ai réalisé que je suis bien dans la routine, puis dans ce que je suis certaine de faire correctement sans jamais faire d'erreur. Et ça vient d'une éducation aussi. Quand on n'est jamais certaine de toujours faire la bonne chose, puis que quand on fait pas la bonne chose, ça passe jamais. Et attends, mais que ton père arrive à soir, ce genre de phrase-là, qui, moi, m'a affecté beaucoup. Voir mon frère qui s'est fait battre parce qu'il a posé un geste qui n'était pas correct. Ce sont des situations qui, moi, m'ont terrorisée jeune et je suis restée terrorisée longtemps. Encore aujourd'hui... Et qui est la personne qui vous terrorisait ou tétanisait? Mon père. Oh oui? Oui. Racontez. Je vous crois pas, mais racontez pareil. Ça commence bien, hein, Nancy? Ah oui, c'était mon père. Mon père avait un regard méchant. Il était sévère, mais j'ai commencé vraiment à avoir peur de lui quand je l'ai vu battre mon frère, puis que j'entendais hurler mon frère, puis je continuais à le frapper. Et il avait quel âge votre petit frère à ce moment-là?
il devait avoir 11 ou 12 ans à peu près. Ou 10 ou 11 ans. C'était dans ces coins-là. Puis vous, à peu près le même âge? Moi, si lui avait 10 ans, j'en avais 9. C'était... puis j'ai travaillé avec mon père et j'ai toujours eu peur de cet homme-là. Puis j'ai jamais senti que j'avais l'approbation de faire quoi que ce soit. Et peut-être que c'était ma perception des choses qui n'était pas correcte puis qui n'était pas vraiment comme ça. Hey Nancy, Janine a amené le point des perceptions. Non. Votre perception était légitime, elle était dans la foulée de ce qui s'est passé, de votre réalité. Avec ce que vous dites, là, c'est assez gros, là. Le tortionnaire, ça bat sur un petit gars de 11 ans, il fait hurler, là. Mais, ceci étant dit, la cochonnerie ne vient pas uniquement que du côté... La pire cochonnerie ne vient pas du côté de votre père. Écoutez, c'est pas moi qui va vous dire que ma mère était une sainte. Ma mère était une poule pas de tête. Merci. C'était une femme imbécile. Oui, merci. Allez-y. Avec pas grand bonne valeur, puis qui... Écoutez, j'ai pas grand bien à dire de cette femme-là. Lâchez pas le morceau. Écoutez, ça fait pas la première fois que j'appelle, puis je pense que tranquillement, j'évoluais avec votre émission. Ouais. Et honnêtement, je suis pas capable de pas pleurer. Pardon. Quand je pense que vous n'êtes plus là, parce que... Oh. Il y avait toujours au moins 2 ou 3 appels par semaine qui m'aidaient à évoluer, qui m'aidaient à me renforcer, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai moi aussi une petite entreprise. Et moi aussi, je suis éleveur d'animaux. C'est un peu différent de Mélissa. Mais je fais des choses extraordinaires avec les chats. J'en ai une grande fierté. Oh, madame cultive la fierté. Non. Ça fait des petits, ça, Nancy. Vous allez voir que les valeurs athées de Mayou vont se reproduire comme vos minous. Hey, ça rime. Tu vois, Jeanne? Je fais des rimes. Oui. Je suis un grand poète. Poète. Oui, poète. Mais honnêtement, quand mon conjoint est arrivé le soir à la maison et qu'il m'a dit que l'émission ne serait plus en ondes, je me suis sentie comme une souris dans un labyrinthe qui cherche la porte de sortie. Vous allez la trouver, Nancy. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, regardez une chose, là. L'émission va finir. Vous aurez pris de l'autonomie. Vous aurez compris des choses. Vous allez être capable de continuer. Parce que vous avez grandi. Oh, mais il faut vous fier sur vous. Monsieur Maillot, il m'a lancé une patate chaude l'autre fois dans les mains. Je ne l'ai pas trouvé drôle. Ça m'étonne, par exemple. Ça, je suis surprise. Il est pourri jusqu'à l'os. Il m'a dit que j'avais un problème avec la séduction à cause des 13 années d'inceste, à cause que je suis pas capable de perdre le poids. Et j'ai passé une semaine d'enfer après ça. Parce que il a raison, le maudit. Mais je sais pas comment me diriger avec ça. Puis je comptais sur les émissions à venir pour trouver de quoi m'aider à me guider. Puis si vous comptiez sur vous, Nancy, si vous comptiez sur vous maintenant. C'est ça que mon conjoint il m'a dit. Oui. Il m'a dit c'est peut-être parce que c'est le temps qu'on avance tout seul. Parce que je sais aujourd'hui que malgré les carences d'estime de moi, puis de je crois pas en moi, puis tout ça, je sais que je suis quelqu'un de très intelligent. Je suis une femme intelligente, je suis une femme qui respecte le masculin, Monsieur Maillot. Vous n'êtes pas amatrice de... Vous n'êtes pas amateur de testicules, vous? Oui. Ah oui? Oui. On en avait discuté. Mais les respecter et non les bouffer? Dans le bon sens, bon. Les flatter. Oh! Si vous continuez, vous allez me exciter une gang. Vous allez voir que le problème avec la séduction, vous êtes en train de le résoudre, puis dans pas trop de temps. Hey, un petit conseil pour la souris. Oui. La souris, elle est pognée dans le labyrinthe. Oui. Savez-vous le truc?
Faut qu'elle grimpe après le mur puis qu'elle regarde où elle est sortie. Tu montes les murs. Par-dessus. Regardez, au lieu de prendre tout le temps, là, grimper le mur puis regarder par-dessus. Non, je niaisais, là. Vous savez, dans la vie, là, l'astuce, pas la ruse. La ruse, c'est péjoratif parce que ça implique fourrer quelqu'un. Mais l'astuce, là, c'est pas cultivé, ça, dans la tribu, mais c'est extrêmement utile. Mais Pierre et Nancy, Pierre, je ne veux pas vous mettre des mots en bouche, vas-y. mais moi, au bilan de tout ça, au bilan de plusieurs années avec vous, je voudrais pas que les gens restent dépendants, mais commencent à croire en eux. Comprenez-vous? Je ne sais pas si... Pas de dépendance, une autonomie qu'on commence à prendre. Ça, là, ce serait la plus belle chose. Pierre, je ne sais pas si vous partagez ce que je... Mais moi, c'est ce que je pense. Je le partage, je le dirai jamais. Oui, vous ne le direz jamais? Non. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et oui, peut-être qu'on est dépendant de votre émission, mais s'il y a une dépendance, je crois qu'elle est dans le besoin d'évoluer et d'avoir des réponses qui font du sens. Et c'est avec vos petits commentaires, vos petits bouts avec chaque personne qu'on réussit à avancer. Pas avec une thérapeute têteuse qui nous dit n'importe quoi. Non, mais ça va être vous dorénavant. Ça va être vous. Nancy, intéressant. Oh là, je vois. Bye. Pourquoi, Pierre, vous le direz jamais? Non. Parce que moi, je voudrais pas que les gens restent dépendants. Il y a un petit côté... Tu sais, à un enfant, si tu dis tout, tu diminues sa capacité de découvrir. Oui, c'est ça. OK, bon. Tous les sports. OK, un travailleur québécois sur 7 a pris congé l'an dernier à cause du stress. À quel moment vous atteignez votre maximum de stress? Vous vous dites, là, ça va casser, je suis plus capable. 790-0224, 1-800-667-5241. Est-ce qu'on parle à Nancy? C'est une autre Nancy. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour, Nancy. Je voulais vous féliciter pour votre émission. Merci. Parce que vous avez fait partie de notre vie quotidienne et vous nous avez amené des discussions puis à réfléchir sur nous-mêmes. Et c'est pas terminé. Soyez sans crainte. Je l'ai pas... Moi, c'est la première fois que je vous appelle. Oui, bienvenue. Ben moi, je vous appelle parce que présentement, je suis en arrêt de travail. Là. Oui. Moi, je suis sûre qu'il y a des dettes de sommeil puis des dettes de stress, que ça existe. Expliquez-vous. Je m'explique parce que moi, je suis allée aux études avec un enfant. Elle avait 15 mois. Oui. Puis ça n'a pas été facile parce que j'étais dans le domaine de la santé, comme infirmière. Oui. Puis la dernière session, la 3e année, mon conjoint est parti à Trois-Rivières parce qu'il a trouvé un travail. Oui. Alors, j'étais toute seule avec ma petite fille de 3 ans et demi. Ben, voyons. Qu'à partir de 2 ans, elle faisait du faux croûte. Oh. Imaginez. Non, ça c'est comme des crises d'asthme, mais c'est des toux aigus. Ça arrive la nuit, là. Non, attendez. On va lui donner la chance, Janine. Tu vas voir que le faux groupe, c'est pas chic. Non, c'est pas chic parce que tu peux te réveiller à minuit ou à 4 heures, puis là, il faut t'habiller ton enfant, puis tu l'amènes dehors en pleine nuit. Ouais. Puis non, Nancy, vous avez pas dit l'essentiel. Hein? Janine, elle ne sait pas qu'est-ce que c'est que le faux groupe. Le faux groupe, c'est au niveau... c'est au niveau... Janine, elle pense que c'est une toux. C'est une toux, c'est presque de l'asthme. Non, Janine, il n'y a pas pantoute. Le faux groupe, il touche pas. Non, il étouffe, là. Ça entre. OK, Au niveau de... Oui. Il faut que ça... Tu l'amènes tout à l'air frais pour qu'elle soit capable de respirer. Le faux groupe, c'est un stridor. Oui, c'est ça, un stridor. Alors, un stridor, là, ça veut dire que vous entendez l'air qui ne passe presque plus au niveau du larynx, dans la gorge. C'est ça. J'ai mal ça fait... C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un spasme qui ferme? Qu'est-ce que c'est? Ça. Au niveau des cordes vocales, c'est enflé et c'est en train de se refermer. C'est ça. Et là, si ça se referme, c'est fini. C'est fini. Là, le petit bébé, là, l'enfant, là, il devient bleu. Oui. Et là, on est dans la... c'était fou, là. Fait que, tu sais, il fallait que je sorte la nuit, puis j'amène. Ça a duré, ça, je vous le jure, jusqu'à l'âge de 6 ans. Combien de fois vous l'avez emmené à l'hôpital pour du faux groupe? Les ambulances sont venues souvent. Ils ont même parti avec elle. J'allais pour des traitements. C'est arrivé très souvent. Je les compte pas sur mes doigts, là. Alors, Nancy, tandis qu'on parle du faux groupe, qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui fait du faux groupe, qui a un stridor comme ça le soir ou en pleine nuit? En pleine nuit, il faut l'emmener au frais. Dehors autant que possible? Dehors au frais, autant que possible. Ou bien, tu peux ouvrir la porte du congélateur pour qu'il y ait de l'air
de l'air frais. Ça, j'y avais pas pensé. Vous êtes brillante. La porte du frigo, la porte du Et congélateur. on peut même partir la douche, à l'eau chaude, la grosse boucane, puis on ferme la porte. La vapeur. La vapeur. Ouais, la vapeur, mais le froid est encore mieux parce Ben, que le c'est ça, froid moi, j'ouvrais diminue. souvent la porte du congélateur. C'est brillant, j'aurais jamais pensé à celle-là. J'y Alors, aurais on jamais trouve- pensé. on L'air trouve- froid du congélateur. En urgence, on en trouve, hein? Oui. Non, non, idée. en urgence, non, je regrette. En urgence, on ne trouve pas ces solutions-là Non, non, si c'est on ne vraiment- le sait pas avant. C'est la En- maman qui a parlé à ce moment-là. Là. Oui. Ça presse. Puis là, tu pognes le téléphone, les ambulances arrivent, ils prennent la saturation de l'enfant. Oh, madame, faut aller tout de suite à l'hôpital. L'oxygène dans le sang est trop bas. Faut qu'elle ait de l'oxygène, un traitement de décadrance. C'est un anti-inflammatoire là, qui ouvre les voies respiratoires. Puis, à l'hôpital, dans ces cas-là, Mhm. et là, s'il vous plaît, les crosseurs, venez pas m'accuser de jouer au médecin. Je l'ai vécu comme père, Mhm. avec 2 de nos enfants. Ah Oh là oui. là. Fait que, Nancy, Vous on savez est, quoi se passe? on est des experts, des parents experts du faux croc. Ah oui. Puis ça, t'as combien de temps pour réagir? Ben, ça dépend. C'est jamais pareil à chaque C'est fois. c'est ça l'affaire, c'est jamais pareil. Des fois, ça peut être super urgent, des fois, ça passe. Je dirais, Mais ça quand l'enfant commence à être un petit peu bleu peut- Ouais. et à mollir, on convient-tu que... Hey, pouvez-vous Le croire... stress est au niveau des côtes, là, c'est grave. C'est arrivé à un de nos amis qui était cardiologue, sa conjointe était infirmière, Mhm. et elle était tellement mortifiée. C'est arrivé à un de leurs enfants, OK. et elle était incapable de réagir. C'est pas sérieux. Ben oui. Aïe. Quand ça touche à un En de tes tout cas, proches, quand elle me contait ouais. ça, là, elle me regardait, là, puis elle avait assez peur que je la blâme. Ils l'ont-tu perdu? Non, L'enfant est pas mort. mais elle était tellement humiliée de sa réaction. Ouais. Elle a pétrifié. Mhm. Elle a gelé, elle a figé sur place. Ouais, c'est ça, c'est pas... Puis quand un elle me racontait ça, stationnement. puis elle avait assez peur que j'y tombe. Non, j'ai jamais dit un mot. Vous savez, dans certaines, c'est ça que je dis à beaucoup de femmes. Mhm. Apprenez à vous taire quand c'est le temps. OK. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, je ne dis pas pour vous, Nancy, là, Ah non, je sais. mais je le dis que souvent, dans certaines occasions, il est vraiment important de ne pas parler. Non, c'est sûr. Surtout quand quelqu'un se confesse d'un geste dans certains cas, on ne dit pas un mot. Parce qu'elle a figé. Alors même si j'avais commencé à faire mon genre, puis à la brasser, qu'est-ce que ça donne? Moi, mais vous êtes un masculin très intelligent. Vous êtes capable de percevoir les femmes quand ça va pas. Nancy? Non. Bah. Hey, Nancy? Oui. Méchant compliment? Non. Mais c'est vrai. Jeannette? Oui, mais ben- de l'ordre, là, ça commence à prendre... Pas du tout. Hey, là, on est dans Prenez ce qui séduction, vous revient. on avait dit, là. Ouais, prenez. Pas ce qui vous revient, Pierre Mailloux. Oui, mais là, c'est le compliment c'est séducteur, ça. là. Hey, même à mon âge, le vieux, il réagit encore. Non. Vous n'êtes pas insensible, cher Pierre? Ça fait... En tout cas, en on a pas- revenant à ça, c'est des dettes de sommeil, hein? Là, Oui, on est hein. rendu où avec? On s'en va où? On parlait de Chaudron? stress, on parlait de retour aux études. Bon. Bon, ben, écoutez, Nancy, Oui. vous savez, antidote au stress, le rire, l'humour, les blagues salaces, le gros sexe, c'est tout bon. Ah, ben, je fais pour que ça s'arrange. ça. Pardon? Je fais pour que ça s'arrange. Je me fais des plaisirs, comme vous dites, là. Ben, on n'a pas Ça le me choix. fait du bien. Exactement. Non, faites bien d'appeler pour le rappeler aux auditeurs. Oui. C'est que Ben, c'est ce que je veux en venir à tout Oui. ce que j'ai vécu. Ça Oui. s'est pas arrêté. Moi, là, mon surnom, c'est Miss Binette. Vous connaissez Mr. Bean? Oui, Ben, il moi, arrive c'est- ça. Moi, c'est Miss Binette. Toutes les Bon. choses qui arrivent pas aux autres, ça arrive à moi. Bon. Bon. Toutes les choses cocasses, là. Oui. C'est ma vie. Maintenant, vous avez été une longue période sans plaisir, puis avec des désagréments et des épreuves. Alors là, on a du temps à prendre. Oui. Excellent. Oui, Nancy. c'est Pressant. vrai? Oh, hein? C'est vrai? Oh oui. On se reprend, là? Oui, oui. Ah oui, OK. on n'a pas le choix. C'est ça. Ainsi va la vie. Ben là, j'ai pas fini, là. Ah, ben OK. En plus, ça veut continuer. Ben oui, c'est parce que je vous en ai. Pourquoi je suis en arrêt de travail? OK. Faut prolonger le plaisir. Non. Bon, Nancy, on continue avec vous. C'est tout On a après. assez digressé, là. Bien dans sa peau. OK, alors on continue avec Nancy parce que tantôt nous avons dérapé. Nous parlions de stress. Nancy nous dit, je suis en arrêt de travail. Alors, et elle nous appelle pour le stress, alors on peut décoder. Alors on y va.
Oui, parce que j'ai dit qu'on avait des dettes de sommeil et des dettes de stress. Oui. Fait que j'expliquais tout ça. Suite à ça, mon conjoint est parti travailler dans son domaine parce qu'on était tous les deux aux études. Oui. Fait qu'il a lâché, fait qu'il avait un salaire de 45 000. Fait qu'il a dit, je vais y aller à Trois-Rivières. Moi, j'étais à Québec. Fait qu'à la fin de mes études, je suis allée le rejoindre. Oui. Puis un mois après, l'entreprise qui travaillait, ils ont fermé. Ah. Imaginez le stress. Fait que là, moi, j'avais manqué ma chance à Québec d'avoir un emploi. Fait que là, j'étais à la recherche à Trois-Rivières. Fait que j'étais engagée au CHRTR. OK? Oui. Puis là, ils nous ont formés. Après la formation, dans l'entrevue, ils nous ont demandé deux choix sur 3 chiffres sur l'horaire de travail. Oui. J'ai dit de jour et de soir parce que pour la première année, je me sens pas capable de faire de nuit. Oui. Suite à mes études avec mon enfant qui fait du faux groupe. Oui. Je savais que c'était pas fini. Alors là, ils nous forment toutes. À la fin des 6 semaines, ils convoquent les 11 qui ont été engagés, puis ils nous obligent à travailler nuit. Toute la gang? Yes. Bon. Excusez. Donc, ils le savaient au point de départ? Oui. Oui, mais ils ne l'ont pas dit, ça. Non. Fait que là, ils vont par lettre alphabet et nom de famille. Mais moi, j'ai P. Un nom, tu sais, P. C'est moi la dernière qui a la pire horaire. 6 nuits en ligne. Celle qui avait ça avant a fait un burn-out, une dépression. Fait que moi, j'ai pas le choix, je la prends, il faut que je travaille. Je viens de finir mes études, mon conjoint a perdu son emploi, puis on vient de déménager. Fait que je le fais. Ça a duré 6 mois. Ils m'ont épuisé. Je commençais à avoir les bouchons, je faisais de l'eczéma des oreilles. J'avais mal partout, j'avais de la misère à monter une marche, je vomissais, j'ai dit wow, là ça va pas. J'appelle à mon travail, je leur dis je rentre pas, ça fait pas. Fait que là, elle dit ben t'es responsable de tes patients. Je dis ah ben là, wow là, je suis même pas encore rendue, je suis pas responsable de mes patients. Je trouve que je suis assez intelligente de vous appeler si je rentre pas parce que je vais être dangereuse pour mes patients, tu sais. Ah que j'étais fâchée. Fait que suite à ça, c'est voir le médecin, puis là, il a vraiment décidé de m'arrêter. Fait que j'ai été arrêtée quasiment 8 mois. Tu sais, j'ai travaillé 6 mois. 6 mois, puis arrêté 8 mois. Tu sais, fait que Oui. moi, j'adorais mon métier, je l'ai fait, puis j'ai rushé pour être rendue ce que je suis, ce que j'étais. Fait qu'après ça, j'ai commencé à travailler mon nid de jour en neurologie. Oui. Fait que j'ai adoré ça. Mais là, je me remets à pas filer. Puis moi, je m'avais fait dire que j'aurais plus d'enfants. Fallait que j'ai en fertilité. Là, je filais pas, je disais à mon conjoint, oh non, je retombe encore. Ah là, je pleurais. Fait que là, je vais passer un test de grossesse, je suis enceinte. Bon. Écoutez, c'est juste 4 mois que je travaille, je reviens, je tombe enceinte, puis il m'arrête tout de suite. Est-ce que vous êtes capable de continuer? Ben là, j'ai été arrêtée parce que je suis enceinte. Ils nous arrêtent tout de suite à l'hôpital à cause des maladies nosocomiales. OK. Un arrêt, comment est-ce qu'ils appellent ça? Préventif? Oui, c'est ça. OK, un retrait préventif. Retrait préventif. Oui. Fait que là, j'ai quasiment été arrêtée 2 ans, là. Mon bébé, j'ai recommencé avec 14 mois, OK? 15 mois. Parce que j'avais des vacances que je pouvais prendre. J'avais une belle situation, OK, de travail, là. Tu sais, on a des belles, des belles conditions. Des belles conditions, oui, là. Je me plaindrais pas, là. Mais où est le problème, là, aujourd'hui? Ben là, j'ai commencé à travailler le mois de novembre. Oui. La première fin de semaine de travail, mon bébé, elle a 2 otites, une sinusite et une début de pneumonie. Ma première fin de semaine, je vous jure. Puis là, j'ai demandé, puis il m'entraîne. Il nous entraîne 2 jours seulement. Ça fait quasiment 2 ans qu'on est arrêtés. On est dans le domaine de la santé. Trouvez-vous ça normal, vous? Monsieur Mayou? Nancy? Non, hein? Je connais très bien l'hôpital Sainte-Marie de Trois-Rivières. OK. J'y ai exercé la psychiatrie pendant 9 ans. Oui. J'ai écouté votre biographie puis, à Canal D, c'est ça? Oui. Fait que j'ai entendu que vous avez travaillé là. Ouais. Fait que là, c'est ça. Là, j'ai réussi à avoir 4 jours. C'est pas pire. Je me suis appelée. J'ai dit, ça n'a pas d'allure. J'ai dit, mon amie, elle travaille au gouvernement fédéral. Elle est d'un papier secrétaire, puis elle a eu une maladie, elle revient. Elle a 2 semaines d'entraînement. Elle n'est pas avec des patients, là. Vous comprenez? Son travail est aussi important que le mien. Il rapporte à la société, mais nous, on travaille avec la santé. Hey, moi, je suis équipe volante. Imaginez-vous. Mon poste, c'est équipe volante. Je sais quand je travaille, quand j'arrive au travail, ils me disent, bon, tu vas là.
tu vas là. Nancy, expliquez aux auditeurs et à Janine, équipe volante, ça veut dire quoi? Équipe volante, c'est que nous, excusez l'expression, là, on est des bouches-trous dans l'hôpital. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on se promène partout sur les unités de soins à l'hôpital. C'est ça. Alors, une équipe volante, c'est composé d'infirmières. Oui, d'infirmières. Qui peuvent être demandées à aller n'importe où dans l'hôpital. Oui, pour remplacer les... Ça peut être à l'urgence, ça peut être aux soins intensifs, ça peut être en gériatrie, ça peut être sur une unité chirurgicale, une unité de médecine interne, une unité de psychiatrie, ça peut être n'importe où. Partout. On est toujours confronté au stress parce qu'on ne sait jamais où ce qu'on va. Est-ce que ça vous convient comme domaine? Parce que là, après toutes ces péripéties-là, tu te dis, waouh, vous devez vous poser la question. Puis là, parce que dans ma vie personnelle aussi, les enfants ont été malades. Ça l'a pas arrêté depuis le 15 novembre. Il y a plein de choses qui est arrivées. Dernièrement, le décès de mon beau-père. Ça, c'est pas grave. Il y avait quel âge, le bonhomme? 73. Ben non. Là, on commencera pas, là. Non, mais ça me... Nancy, c'est important de ne jamais mêler les choux et les carottes. Ouais, à moins qu'on veuille faire un bouilli de légumes. Oui, je sais. Mais j'étais déjà fatiguée, fait que, tu sais, veux pas, tu vis avec ton conjoint. Puis moi, j'étais infirmière, fait que c'est sûr que j'ai fait beaucoup d'écoute active. Nancy? Oui. Alors, as-tu la misère à jauger, oui. Nancy? L'intervenant doit survivre. Oui, je l'ai entendu. Mais j'étais déjà épuisée. Je traînais déjà de la patte. Et l'écoute active, oui. Quelles sont les attitudes fallacieuses que vous regroupez sous ce vocable? L'écoute active, mais on reste ça à notre travail quand on vient. L'écoute active auquel vous vous êtes livré, c'était quoi? Qui disait ses peines, les choses qu'il regrettait des fois. Le bonhomme, ça, le beau-père? Non, mon conjoint. Ça fait son père. Il est décédé dans 6 jours. Nancy? Oui. Nancy. Oui, je pense que... oui. Nancy. Je vous écoute. Comment auriez-vous dû agir face à ça? Face à ça? Ouais. Auquel de tous? Oh, non, elle sait très bien ce à quoi je réfère. L'écoute active du conjoint, là. C'est dur de... Hein, Nancy? Oui, je sais. Lui passer le message gentiment. Porte ta peau, mon grand. Dac? Ça va être moins lourd pour moi. Dac, Nancy? Nancy! Oui. Bye. Pas pire, ça. Porte ta peau, ça va être moins lourd. Porte ta peau, Nancy. mon grand. Mon grand, G-R-A-N-D. Aïe, aïe, aïe. Ouais, à un moment donné, faut voir où sont nos limites. Alors, on parle de stress cet après-midi. Comment vous arrivez à passer au travers des périodes de stress intenses? Quel est votre seuil, là, où ça fonctionne plus? Écoutez bien les petits hommes. On pourrait parler, Pierre, de bon stress, puis de stress qui devient trop, c'est trop. Quand les gens disent « je suis stressé, je suis plus capable », ça peut être quelque chose, là. On peut peut-être allumer. Alors, quel est votre seuil de tolérance au stress? Alors, on va tout de suite à Christian. Bonjour, Christian. Oui, bonjour. Bonjour, c'est la première fois que j'appelle, puis je suis très honoré de pouvoir parler au docteur Mailloux, même si j'ai pas le droit de le dire. Non, écoutez, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je n'ai pas le droit, j'ai été averti, que je n'avais pas le droit d'exiger d'être appelé docteur. Est-ce que vous saviez, Christian, je profite de vous pour faire une petite parenthèse. Je n'ai jamais demandé à personne de m'appeler docteur. Et savez-vous lorsque je réponds au téléphone, quelle formule que j'utilise? Non. Pierre Mailloux, psychiatre. Oui, ça c'est vrai, parce que ça fait longtemps que je vous écoute, c'est tout le temps... Je suis très d'accord avec ce que vous dites. Appelle-moi comme tu veux. Ça, j'ai souvent entendu. Et hier, j'ai ramassé une femme, hier, pas à peu près, qui a été offensée parce que je l'ai appelée par son prénom. Janine, je n'en reviens pas des attitudes condescendantes de la supposée élite de la tribu. Ah là là. Une femme est insultée parce que je l'appelle respectueusement par son prénom. Lorsque les patients, des enfants qui me consultent, il y en a qui m'appellent docteur, il y en a qui m'appellent monsieur, il y en a qui m'appellent Pierre, il y en a qui m'appellent Mailloux, il y en a qui m'appellent monsieur...
Jamais je n'ai repris quelqu'un. Mais oui, mais écoutez, si dans un pays, on n'a plus cette prérogative d'appeler quelqu'un à notre façon à nous, ben là... Donc, Christian, c'est correct. Vous m'avez permis une belle petite parenthèse, j'ai abusé du temps. Non, je suis bien content. Puis je viens que vous remercier aussi parce que, à force de vous écouter, ça fait plusieurs années que je vous écoute, puis j'ai maturé beaucoup en tant qu'homme, en tant que mari, en tant que père aussi. Oh, ouais. Ça, je tiens à vous remercier. Ouais. Ben, voyons-vous. Moi, j'avais tendance un peu à prendre vos paroles, à être un peu bête molle, puis là, je me replace, je m'acclame plus du côté masculin. Oui. Puis, bon, vous dire, bien honnêtement, je vois la différence avec mon épouse aussi. Il y a plus de respect, plus d'égalité, puis... ben, voyons. Oui. Ben, vous êtes un méchant encoquineur pour mes ennemis cet après-midi, vous. Ah, ben, eux autres, pour mes détracteurs. Comme si ça vous avait donné... Qu'est-ce qui mange de la merde. Oh, Janine! Ouais, Il devient grossier à la Maillot. Oui, parce que je trouve ça très dommage ce qu'ils font, puis c'est vraiment être fermé, puis ils veulent pas... souvent, c'est ça qu'il y en a qui disent, là, c'est qu'ils veulent pas regarder la réalité en face. Oui. Puis vous, c'est ce que vous faites avec le monde. En tout cas, ça vous a servi, Christian? Ça vous a ça a été comme une permission d'être ce que vous êtes. C'est ça? Oui, c'est ça que vous avez cherché? Ça, Janine. C'est permission de m'améliorer. Oui. Permission de m'améliorer. Ouais. Janine, ce n'est pas anodin ce que tu viens de dire. Une permission donnée ouvertement, une permission sociétale de s'améliorer. Mais oui. Et le danger que je représente pour le Québec stagnant, c'est exactement ce que vous venez de dire, Janine et Christian. Oui. J'ai développé suffisamment d'influence et de crédibilité pour être capable d'octroyer pour plusieurs adultes une permission de s'améliorer et de s'épanouir. Et ça n'en fait chier une maudite gang. Ah, Pierre, c'est pas pour rien que ça fait 11 ans que ça dure. Tu sais, dans le fond, il y a eu quelque chose là, certain. Vous êtes très utiles, les deux. Moi, c'est ça, je viens de parler. Dernièrement, j'ai fait face à beaucoup de stress. Je suis un employé du gouvernement fédéral dans la région de Gatineau. Oui. À Ottawa, pour être spécifique. Oui. Puis, je suis en charge il y a du monde qui vont me reconnaître, mais je suis en charge d'un site web pour le gouvernement. Oui. Puis j'avais aussi une publication qui va sortir bientôt, qui était sous ma responsabilité. Oui. Puis avant ça, je travaillais en géologie, je travaillais en exploration minière. Oui. Donc j'avais beaucoup de stress avec mon emploi, j'étais chef de projet. Puis quand tu es en ligne une foreuse, disons, pour aller faire un trou de forage de 1,6 km de long, le début est très important, il y a énormément de stress. Puis j'ai retrouvé que je suis tout le temps plus stimulé puis plus productif quand j'ai beaucoup de stress. Bon. Puis, alors ce n'est pas le bon mot, Christian. Oui. C'est énormément de défis. Oui. Oui, c'est vrai. Les défis, des fois, peuvent occasionner du stress. C'est ce que j'ai vécu. Voilà, c'est différent. Oui. Si le défi est trop élevé pour vous, vous allez devenir stressé. Mais ne pas confondre les deux. Il y a des gens qui ont des performances sous pression. Oui. Okay? Quand on les met sous pression, là, ils sortent les affaires les plus géniales. Oui. Puis ils sont concentrés. Alors là, vous rajoutez des données. C'est pas la même chose, Janine. Alors, fonctionner sous pression, sous exigence, fonctionner par défi et être stressé, c'est trois affaires complètement différentes. Non, c'est vrai. Alors, je déteste la pression. J'adore les défis. Et le stress, je ne le connais que lorsque mes proches sont malades ou affligés. OK. Vous fonctionnez comme ça. Moi, c'est ça. Moi, j'ai besoin de défis. Oui. L'adrénaline, probablement, ça vient me chercher plus. Puis je trouve que des fois, quand j'en ai pas assez, disons, comme ma charge de travail, disons, c'est pas assez pesante, je suis moins enclin à produire, puis je suis moins probablement efficace au bout de la ligne. Alors, vous êtes un homme. Alors, quand ça devient routinier, à ce moment-là, l'adrénaline tombe, puis là, il y a une mollesse qui s'installe. Ah oui, puis c'est... Alors que d'autres individus, particulièrement des femmes, dans la routine, vont frayer, vont être confortables, heureuses, souriantes. C'est ça, l'être humain. C'est pour ça qu'on est fait différemment, Janine. Mais on se complète là-dedans. Mais oui! Puis même, il y a des femmes qui vont marcher sous la pression. Elles sont comme ça. Elles vont s'associer dans des équipes à d'autres qui vont assumer des trucs qui sont plus routiniers. Oui, il y en a, mais beaucoup moins. Il y en a, mais c'est plus rare. Mais
On se complète là-dessus, même entre Je équipes comprends. d'hommes. Je comprends. Alors oui, on a besoin d'individus routiniers. Parce que si tout le monde cherche un défi, qui va faire la cuisine quotidienne? Qui va tenir la corde pendant que celui fait... Comment t'appelles ça, Qui fait ses l'escalade, pirouettes, là? oui. Tu sais, c'est ça, qui tient la corde. Exactement. Bon. Ouais. Mais c'est ça que j'aimerais qu'on découvre. Nos forces et nos faiblesses pour qu'on devienne complémentaires. Oui, c'est ça que je me suis aperçu au fil des années que c'est vrai. J'ai besoin de défis, des courts laps de temps pour être plus productif, pour être plus énergique au travail aussi. Et oui. Puis normalement, ça causait aucun problème. Dans mes anciens emplois, il n'y avait aucun problème. Je ne ressentais pas vraiment de stress. C'était, comme vous dites, c'est des défis, puis l'adrénaline, elle y allait à la planche. Yes. Là, dernièrement, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu un changement au point de vue de patron, disons, dans ma section. Puis l'ambiance est beaucoup moins bonne. Puis avec des défis que autrefois ne m'affectaient pas, là, à cause que mon environnement n'était pas là, probablement comme au point de vue de soutien moral ou de reconnaissance de mon travail, là, ça commençait à me pogner, ça m'a commencé à me pogner dans le cœur, dans le corps, là. J'avais de la misère à dormir, j'étais stressé, puis c'était la première fois vraiment que je vivais ça, vraiment du négatif, là. Oui. Alors, vous avez quel âge, là, Christian? 43 ans. Bon, vous avez 43 ans. Et vous nous dites ambiance, patron, reconnaissance. De quoi vous nous parlez? Expliquez-vous un peu plus là-dessus. Ben moi, je me considère très professionnel au travail. Okay? Ça veut dire quoi être très professionnel? Ça veut dire que j'ai pas besoin de supervision pour faire ce que j'ai à faire. Oh, Christian, êtes-vous sérieux? C'est vrai. Vous n'avez pas besoin d'être tenu par la main. Ah ben non. Ah ben là. Je déteste ça. C'est justement ça qui a probablement emmené mon stress. C'est que là, je suis rendu... Pourtant, un employé, ça devrait être ça. Mais non. Il maîtrise ses affaires, puis... Non. Il y a beaucoup de monde qui ont besoin de supervision, Janine. Ils vont se sentir délaissés s'ils ne sont pas supervisés. Bon, alors, j'en ai des employés comme... j'ai une couple d'employés qui travaillent pour moi, puis j'en ai un en particulier que j'ai besoin comme de l'encadrer plus, puis d'aller voir à tous les jours. C'est comme, finalement, c'est quasiment comme le materner. Okay. Merci, mon Christian, le langage, Janine. Mais l'œuvre a fait son chemin. Mais Christian, lui... Le materner, il n'a pas dit le paterner, le materner. Mais vous n'en avez pas besoin. Non, moi, je considère comme, disons, justement, par rapport à materner et paterner, c'est de laisser plus, je le vois avec, j'ai 2 enfants, 2 garçons, avec ma conjointe. Puis, à force de vous écouter aussi, je voyais plus le rôle du père et de la mère avec l'évolution de l'âge des enfants. Puis, justement, faire un père aussi, c'est de laisser l'enfant prendre ses décisions, puis assumer ses conséquences. Puis, même si tu le sais qu'il va se péter la gueule, c'est dur à prendre, sauf que tu le sais que ça fait partie de la vie. Nous autres, on l'a fait quand on était jeunes. Donc, j'ai tendance à laisser plus faire mon garçon avec ça. Un peu plus que ma femme. Vous savez, Christian, Janine... On n'a pas perdu notre temps. Hein, Christian? Non, définitivement pas. Puis même mon épouse, justement, quand les garçons commençaient à être un peu plus vieux, elle l'a vu, puis elle l'a entendu aussi avec votre radio, parce qu'elle écoute aussi, mais elle l'a vu qu'il fallait qu'elle commence à s'effacer un peu. Puis comme là, les garçons, ils voulaient plus être avec leur père qu'avec leur mère. S'effacer un peu. Vous savez, Christian, vous êtes suave. Vous n'avez pas dit disparaître. Vous avez dit s'effacer un peu et graduellement. S'effacer un peu, Janine. Ouais. Il a bien dit s'effacer un peu. Ce qu'on appelle l'escapisme. Non, effectivement, il ne faut pas qu'elle disparaisse. Parce que non. Et quand on entend les épais, les psychologues à la noix parler de coupure de cordon, mais c'est pas comme ça que ça marche, la vie. S'effacer, tu sais, s'effacer un peu. Alors, Christian, ça résume vos propos? Là, on ne sait pas trop. Là, écoute. En gros, moi, c'était rien que pour dire que, justement, comme avec l'environnement, comme là, je suis rendu avec une patronne. Oui. Donc, la dynamique, avant, c'était un patron, puis la dynamique était tellement différente. Christian, Janine, as-tu remarqué que j'ai pas posé de questions sur le sexe du patron? Oui. Oui, j'ai remarqué. Oui. C'est pour ça que je tenais à le dire. Avez-vous remarqué, Janine et Christian, que je n'ai pas posé une seule question sur quel sexe est le patron? Oui, c'est pas mal bon. Christian, vous avez compris? Oui. Alors, prenez les mesures appropriées dans les circonstances. Bye. Et n'oubliez pas que je n'ai jamais accepté d'être bossé par une femme. Bye. Niveau de stress,
à quel niveau de stress vous dites « Je suis plus capable. Je suis plus capable, je vais craquer, je suis malade. » 790-0224, 1-800-667-5241. On parle tout de suite à Lynn. Bonjour, Lynn. Bonjour. Je voudrais dire bonjour au docteur Maillot. Pierre il Maillot, est là, il là. vous... Pierre Bon- Maillot, puis Madame Janine Ross. Bonjour, Lynn. Bonjour, je vous ai parlé il y a une dizaine d'années. Vous m'avez aidé, vous m'avez donné un petit boost, là, parce que je venais de sortir de l'hôpital, puis j'avais des problèmes avec la DPG. Ah La oui? DPG, puis je braillais, puis tout, puis vous m'avez aidé, là. Ah ouais. Bon, là, depuis ce temps-là, ça s'est rétabli un peu. Oui. Puis ce que je voudrais dire, c'est que moi, j'avais des problèmes en santé mentale, j'en ai encore. Mhm. Quand j'étais jeune, je vivais beaucoup de stress. Puis en vieillissant, ça s'est comme amélioré beaucoup. Oui. Parce Mais que je attendez me un peu. connais Lorsque vous dites, allez pas trop vite, quel âge avez-vous, Lynn? J'ai 49 ans. Pardon? 49 ans. 49. Oui. Et lorsque vous dites que vous avez un problème en santé mentale, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, j'ai eu plusieurs diagnostics, puis le dernier que j'ai eu, là, en ce moment, ils disent que j'ai un problème schizoaffectif. OK. Avez-vous déjà fait une ou des psychoses? Oui, j'ai fait plusieurs psychoses. Bon, plusieurs psychoses. Oui, puis là, maintenant, je... Et attendez, parce que la plupart des auditeurs, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est une psychose. Une psychose, c'est une perte de la réalité. Oui. C'est une perte de contact avec la réalité. Oui. On se fait des idées, on est dans notre monde à nous. Bon, tout ce qui est un jugement raisonnable, on croit plus en ça, puis on fait beaucoup d'anxiété. Attendez on un peu. On a peur de tout. Les idées, vous, dans votre cas, quelles sont les drôles de phénomènes psychotiques que vous avez? Bon, moi, c'était surtout sur ma valeur de moi-même. C'est aussi surtout beaucoup religieux parce que j'ai une certaine foi. Lynn, soyez Oui. plus concrète. Faites-nous comprendre les idées psychotiques Oui. que vous avez. Quand vous les avez, c'est quoi exactement? Les idées psychotiques, c'est que je vaux pas la peine de vivre. J'ai pas confiance en moi. Lynn, il n'y a pas d'idée il n'y a pas de perte de contact avec la réalité là-dedans. Dans mon cas, la perte de réalité, c'est que je croyais absolument qu'il fallait que je me suicide pour être conforme à mes croyances religieuses. Là. Bon, là, c'est quand je ça. prends du recul à ça, je me dis ça. Attendez, allez pas trop vite. Là, quand vous êtes malade, vous développez, répétez-nous ça, là. Vous développez la conviction que j'ai pas le droit de vivre. OK. J'ai pas le droit de vivre, que je suis pas conforme aux exigences spirituelles, parce que moi, j'ai Pas une croyance conforme, attendez un peu, pas conforme aux exigences spirituelles. Oui. OK. Et quelles exigences spirituelles on parle ici, là? Les exigences spirituelles, c'est une personne qui est utile à la société. Non, mais dans votre tête, là, oui. Quand vous êtes malade, dites-nous exactement les idées que vous avez quand vous êtes malade. OK. Les idées que j'ai quand je suis malade, c'est que je suis une mauvaise personne. Oui. Que j'ai pas le droit de vivre. Oui. Quand je suis malade. Et est-ce que vous entendez des voix? J'ai entendu une seule fois des voix. Qui vous ont dit quoi? Qui me disaient qu'un certain groupe de... C'est bien difficile parce que c'est bien abstrait, là. C'est des entités d'une autre dimension me disaient que j'avais pas le droit de vivre. Des entités D'une autre dimension. d'une autre dimension. Qui est pas matérielle, mais qui est... C'est ça, c'était des entités comme des esprits. Exactement. Exactement. Des entités d'une autre dimension qui vous disaient que j'ai pas le droit de vivre. qui vous interdisaient de vivre, qui vous disaient que vous n'aviez pas le droit. Oui, c'est ça. Est-ce que, quand vous avez consulté les médecins, les infirmières, est-ce que vous leur avez parlé de ça, des entités? Ben oui, monsieur. Ah, Je bon, leur ai que tout dit ça. Ah, vous leur avez tout raconté ça? Tout raconté ça. Puis les entités, ces entités-là venaient d'où? Ben, d'après eux, de mon imagination, là. Non, d'après vous. Quand vous êtes malade, quand vous étiez en psychose, les entités, d'après vous, venaient d'où? Ben moi, je vais vous dire franchement, je crois à une autre dimension que la dimension matérielle. Oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire que je crois à des entités qui sont désincarnées, Oui. qui sont dans une autre dimension pas matérielle, puis qui existent vraiment. Je crois à ça, par Oui, exemple. continuez. Ça, je crois à ça.
Mais sauf que moi, je suis incarnée là en ce moment, puis je suis dans la réalité, puis j'ai des responsabilités à rencontrer. Oui. Puis, je vais vous dire, avec les années... Attendez un peu. Les entités désincarnées dans une autre dimension qui vous parlaient, est-ce que vous sentiez leur présence? Oui. Racontez aux auditeurs. Je sentais leur présence, c'est-à-dire que je me sentais observée, je me sentais jugée. Oui. Puis, j'ai eu des phénomènes physiques, comme un poids qui m'est rentré dans le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est un endroit qui était... Au creux de l'estomac, là. Au creux de l'estomac, C'est exactement. un poids dans le creux de l'estomac. Exactement. Puis et c'était causé par quoi, ce poids-là dans le creux de l'estomac, au plexus solaire? Ben, quand ça m'est arrivé, c'est que j'ai vécu une fin de semaine absolument horrible, là. J'étais dans un état moral absolument... c'est la pire... comment je vous dirais ça, là? C'est la pire étape que j'ai jamais vécue dans ma vie. J'étais découragée, complètement démunie, mais découragée, là. Est-ce que c'est une fin de semaine où vous étiez psychotique? Oui. Bon. Ça s'est déclaré là. Cette fin de semaine-là, j'ai été très malade. Oui. Le lundi, je suis rentrée à l'hôpital. Je suis allée consulter moi-même, et là, ça file pas. Et là. cette fin de semaine-là, ça a été horrible. Horrible. Alors, vous dites aux auditeurs que d'être en psychose, c'est pas le fun, pantoute. Ah non, c'est l'enfer, là, avec un E majuscule puis 3 R. Et cet enfer-là, est-ce que cet enfer-là peut vous amener effectivement à vous décourager et à vous enlever la vie? Oui. Racontez. Mais, là, maintenant, j'ai appris à me connaître, puis quand je m'aperçois que je travaille trop, que je suis épuisée physiquement, là, je me mets à développer des idées noires, puis c'est là que je tombe en psychose. Là, mon problème, là, c'est que j'ai un travail qui est bien dur physiquement. C'est vrai? Oui. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis dans l'entretien commercial. Eh boy. Oui, c'est une job d'homme, ça, monsieur. Puis, étant donné que j'ai juste un secondaire 5, là, c'est pas que j'étais pas bonne à l'école, j'étais excellente. Ouais. Mais sauf que, en tout cas, j'ai pas pu, pour plusieurs raisons, là, Lynn, à quel âge a commencé votre maladie psychotique? Moi, je dirais, là, comme j'ai expliqué aux psychiatres, aux plusieurs psychiatres que j'ai rencontrés, ça a commencé très jeune, parce que je viens d'une famille bien fuckée. À quel âge a commencé le premier épisode psychotique? Je dirais à 12-13 ans. Que vous avez commencé à sentir des entités désincarnées? Pas vraiment ça, mais je faisais des grosses crises de panique. Non. À quel âge avez-vous commencé à avoir des idées, pour la première fois, d'entités désincarnées qui venaient d'une autre dimension? Oh, je dirais à 15-16 ans. Bon, merci. Ouais. Là, par exemple, on commence à jaser. Oui. Est-ce que vous avez mentionné ça au psychiatre, que ça avait commencé à 15-16 ans? Oui. Est-ce qu'ils vous ont posé? Je voyais un psychiatre à ce moment-là. Je voyais un psychiatre. En plus, vous envoyez... Est-ce qu'à l'époque, il vous avait posé des questions sur les entités? Pas du tout. Merci. Janine? Non, oui, j'ai tout entendu. Pas du tout. Il me demandait pourquoi je venais le consulter. Je lui expliquais tout mon problème. Il me disait, pourquoi vous êtes ici? Là, j'aimerais bien savoir ce que j'ai, tu sais, ce qui se passe, là. Et il n'a jamais été capable de vous poser... Pas le premier psychiatre. Et il me disait seulement, essaye de relaxer. Mais là, à ce moment-là, je n'étais pas capable de relaxer. Je faisais des crises de panique. Vous faisiez des crises de panique? Oui. Est-ce qu'il est possible que vous faisiez des crises de panique parce que vous sentiez la présence des entités? À ce moment-là, je dirais que mes crises de panique venaient de la grande insécurité que j'ai vécue quand j'étais jeune. J'ai vécu une grande insécurité. Lynn. Oui. Lynn. Oui. Donc, les premières fois, à 15-16 ans, les premières fois que vous avez commencé à sentir des entités autour de vous, dans quel état ça vous a mis? J'avais excessivement peur, je me sentais très insécure, puis je sentais que j'allais mourir. Merci. Je sentais que j'allais mourir. Ça peut générer de l'angoisse, Pierre, hein? J'ose espérer. Oui. J'aimerais ça. J'aimerais ça, cet après-midi, si des futurs psychiatres, des médecins et des psychiatres pratiquants entendent ce que vous avez livré comme témoignage. J'aimerais vraiment ça. Parce que vous avez été tellement instructive.
votre témoignage est un matériel didactique, c'est-à-dire du matériel pour enseigner. Enseigner ce qu'est une psychose, comment ça commence. Vous nous enseignez ça, il n'y a rien comme quelqu'un qui l'a vécu pour l'enseigner. Oui. C'est très pénible à vivre. Oui. Très pénible. C'est ça, ce que ça fait ressortir, puis je pense que depuis, c'est la première fois que je l'entends aussi clairement, Pierre, ça va générer de l'angoisse. Le fait qu'elle voit des choses, puis elle décroche derrière... On se sent incompris, là, on se sent complètement isolé, on sent que personne nous comprend, qu'on est tout seul avec notre problème, puis il n'y a personne qui peut comprendre, puis on est convaincu d'être dans un monde à part, puis on est convaincu d'avoir la vérité. On l'a pas, la vérité. Lynn, on se sent isolé, on se sent incompris. Oui. Alors, Janine et Lynn, je profite de l'occasion pour vous dire ceci. Vous venez d'illustrer pourquoi je suis extrêmement respecté comme psychiatre. Ça a pris 10 minutes pour démontrer à la collectivité pourquoi les patients qui souffrent de troubles psychotiques et qui me consultent me respectent tant. Ils ne se sentent pas isolés et incompris. Ça a toujours été facile pour moi d'établir un contact avec les individus en grande détresse psychologique. Ouais. Comme je le fais là. Rien de plus, rien de moins. Racontez-moi. Vous avez vu, en l'espace de quelques minutes, vous m'avez raconté des choses que vous aviez même pas été capable de raconter au premier psychiatre à l'âge de 15-16 ans. Ben là, je disais... Et là, pour ceux qui se demandent pourquoi à Louisville, la semaine dernière, il y a eu une démonstration pour la première fois au Québec, organisée par et pour des patients psychiatriques, là, Lynn vient de vous donner une réponse. C'est pour ça que tout un groupe, une centaine de personnes, se sont rassemblés devant l'hôpital Comtois à Louisville la semaine dernière. Parce qu'ils ont été reçus, c'est ça. Ils ont été reçus pendant tout leur traitement. Lynn, un gros merci. Merci de votre appel. Je me serais jamais attendu à ça en ondes, là, mais c'est ça. Voyez-vous, Pierre, Lynn, juste un petit aparté parce qu'on va revenir au stress, parce qu'on a d'autres appels, mais le stress que peut générer un état de psychose chez quelqu'un, stress et angoisse que ça revienne. En tout cas, moi, je trouve que c'était très éloquent, ce qu'elle nous a dit. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a absolument rien qui existe comparable avec l'anxiété, l'angoisse, la panique que peut ressentir un individu qui devient psychotique. Il n'y a rien qui se compare à ça. Alors, ceux qui font des épisodes de panique qui durent 1 heure ou 2, là, imaginez-vous 24 heures sur 24 sans dormir, 2, 3, 4 jours dans cet état-là. Et Lynn, ce qu'elle disait, Pierre, est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs d'une rechute? Elle disait ça quand elle était très fatiguée. Puis ça, c'est pas la première fois que je l'entends. Ce que ça peut générer, parce qu'ils l'appréhendent, ça s'en vient. Ils savent. C'est ça. Alors, les individus qui ont fait plusieurs psychoses, effectivement, sont capables, pour la plupart, d'identifier les signes précurseurs de rechute. Chacun a ses signes. Ce n'est jamais pareil d'un cas à l'autre. Chacun a ses signes, mais pour la plupart des individus frappés d'une maladie psychotique, ça va toujours commencer les rechutes de la même façon. Je ne suis pas en train de donner une consultation, je tiens à le dire. J'ai acquis ces connaissances-là dans mon passé, lorsque j'étais praticien, psychiatre, clinicien. Et on va bien dit, hein? C'est très bien dit, Pierre. On parle à Manon. Bonjour, Manon. Bonjour. Bonjour, Manon. Et moi, je vous appelle... bonjour à vous, Dr Mailloux. Moi, je dis docteur parce qu'à ma connaissance, on vous a pas enlevé votre doctorat, donc je vous considère toujours comme docteur. Puis on pourra pas vous arrêter, Manon. Pardon? On pourra pas vous arrêter pour dire ça. Vous mettre aux arrêts. C'est ce que je pense et je reste... Mais moi, si je l'exigeais, on pourrait me mettre, et on n'attend que ça pour me mettre aux arrêts. Ah non, mais moi... Non, on m'arrêterait pas. C'est qu'on va me poursuivre au pénal et on va me coller une de ces amendes de 10 000, 20 000, 50 000 piastres. Ah, mon Dieu. Alors, Manon, on va aller... Mon Pierre va me suffire. OK, alors moi... parce que, mon Dieu, ça marche pas. Le stress m'a amené bien loin, dans le sens que, là, peut-être 13 ans environ. Oui. Je travaillais comme une malade. Je brûlais la chandelle par les deux bouts. J'avais une garderie. Je faisais la conciergerie d'un bloc. Et je vivais avec un homme qui était maniaco-dépressif. Donc, je portais tout sur mes épaules.
Et puis, à un moment donné, ce stress-là, je suis allée dans une salle de cinéma et puis j'ai fait ma première crise de panique. Mais une vraie, je pensais que je mourrais là, que je faisais une crise cardiaque. C'est ça. Je pensais devenir folle. Et puis là, je me suis rendue à l'urgence. Ils m'ont dit, vous avez rien, madame. Je suis retournée chez nous. Je me sentais épuisée, carrément vidée. Mais je savais pas ce que j'avais, OK? Et par la suite, j'allais, mettons, au restaurant avec mes enfants pour manger et les crises ont commencé à devenir de plus en plus fréquentes. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais à peu près 27 ans. Ben oui. Et puis là, les crises sont de plus en plus fréquentes. J'arrive plus à sortir de la maison. Je panique 20 fois par jour. C'est ça. On me donne du Xanax 0.5 que je prends 4 fois par jour. Oui. Et là, je sombre dans une dépression profonde parce que je suis plus capable de remonter la pente. Oui, et l'Oxanax, comme tous les autres benzodiazépines, déprime tout le monde. Surtout à 4 fois par jour. Donc, quand elle dit qu'elle plonge, elle plonge. Alors, tout le monde va pleurer et tout le monde va être déprimé avec Xanax, Rivotril, Ativan 4 fois par jour. OK. Et là... Ou 4 scotch par jour. OK. Et là, je suis même plus capable de plier une brassée de lavage. J'ai 2 jeunes enfants qui courent partout. J'ai même plus la force de m'occuper de ma famille. Là, je vais voir un médecin, elle me prescrit du Surmontil. Oui. Et avec ça, j'ai vraiment sombré. Là, je pensais de devenir folle. Ma tête rongeait, ça l'arrêtait plus. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un autre produit de la même famille? Non. Surmontil? Le Surmontil est un excellent antidépresseur. OK. Oui, mais moi, ça me faisait pas. Je suis devenue là vraiment quasiment folle avec ça. Ma tête rongeait. Je suis venue 4 fois pire avec ça. Tu sais, ma dépression est encore plus profonde avec le fait que je prenais ce médicament-là. Ça marchait pas pour moi. Et puis là, je regardais mes enfants dormir le soir. J'ouvrais la bouteille de pilule puis je voulais mourir. Je disais, je vais toutes les prendre puis je vais mourir. Tu sais, je pensais vraiment à me suicider. Puis moi, je suis une personne, je suis pleine de vie. J'aurais jamais pensé qu'un jour je pouvais me rendre aussi bas que ça. Oui. Jamais j'aurais pensé ça. Vous avez quel âge maintenant? Là, j'ai 41 ans. 41. Et puis, malgré, c'est un handicap, parce que comment on appelle ça? J'ai l'anxiété généralisée en plus. J'ai un trouble anxieux, puis je fais avec agoraphobie, panique. Oui. Tout le gros kit. Oui. Et puis, c'est handicapant. Oui, peut-être pas autant que la madame qui fait des psychoses, mais je veux dire, c'est un vrai handicap parce que c'est un combat de tous les jours, hein. J'ai, par la suite, je suis revenue normale. Là, ça a pris du temps. Ils m'ont mis sur le Paxil et je n'ai jamais cessé ma médication depuis 7 ans. Parce que si je l'arrête, c'est-à-dire, j'ai essayé une fois, mais je reviens à 90 livres mouillés, puis j'ai tellement angoissé puis stressé, ça marche pas. Je viens puis... Actuellement, vous prenez ça? Paxil tout le temps, tous les jours. 20 mg, une dose qui me tient, une dose usuelle que je prends, et ça me maintient que je suis capable de fonctionner normalement. Et pour vous montrer à quel point je peux fonctionner, si ça peut encourager d'autres, moi, à l'époque, je suis retournée aux études. Malgré le fait de mon trouble anxieux, je suis une fille qui a toujours besoin de se dépasser. Tu sais, j'ai besoin de prouver que je suis capable malgré que je suis faite comme ça, tu sais, malgré que je suis pris avec ça, je dirais. Et je suis retournée aux études, j'ai fait un DEP en esthétique, j'ai géré une compagnie pendant 10 ans, presque. Et là, depuis, j'ai quitté ce travail-là. J'ai vendu mes choses l'année dernière parce que j'ai été opérée pour la grande opération, plus d'utérus, plus d'ovaire, rien. Je sais pas si c'est le stress qui m'a amené ça non plus, ça je pourrais pas le dire. Et je suis présentement à ma 2e année de baccalauréat à l'Université de Sherbrooke. Et ça, pour moi, c'est un défi que je voulais relever et je voulais pas mourir sans avoir fait l'université. Fait que vous êtes rendu là? Oui. Bon. Je suis rendue là. Non. Oui. En quel honneur, quand c'était le temps, vous êtes pas allé à l'université? Parce que moi, je suis partie de la maison chez moi, j'avais, 17 ans à peine, même pas. Parce que je m'entendais pas avec mon père et ça durait depuis l'enfance. J'ai été maltraitée puis tout ça, puis mon père, je l'haïssais pour mourir. Fait que je suis partie avec le premier gars du bar qui était mon premier chum et je me suis mariée. Je l'haïssais pour mon mourir. Père, oui, je l'haïssais je souhaitais sa mort à mon père, je le détestais. Je l'haïssais pour mourir. Oui, je l'haïssais mon père. Pour mourir. C'est sûrement passé des trucs, hein? C'est parce que mon père... je l'haïssais pour mourir. Quand j'étais enfant, mon père me maltraitait. Et déjà là, à cette époque, moi, j'étais battue. Et puis tout ça, à 4-5 ans, j'avais tellement peur de mon père, je faisais pipi au lit. J'allais me faire sécher après on avait comme une genre de vieille chaufferette. Là, je me séchais après ça et je retournais me coucher dans mon pipi. Là. Pierre?
Oui, non, oui. Oh, on continue, là. Comme tu veux. Moi, je l'haïssais à mourir, puis elle a pensé à se suicider plus tard, là. Je l'haïssais pour mourir. C'est ça. Manon, on continue? Oui. Hein? On va faire on va aller aux informations, puis on vous revient. Réponse. Notre thème aujourd'hui, c'était le stress. Et puis, on nous annonçait aujourd'hui qu'un travailleur québécois sur 7 a pris congé l'an dernier à cause du stress. Alors, on dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'à un certain niveau, on ne peut plus endurer le stress? Il faut le repérer avant de planter. Alors, on parle à Manon. On continue avec Manon. Oui. Manon, on avait ouvert la porte de votre père. Vous dites, je le haïssais pour mourir. Oui. Vous avez eu des burn-out, puis en tout cas, on en était rendu là tantôt. Oui, c'est ça. Moi, je l'haïssais parce que dans mon enfance, j'étais son souffre-douleur, comme on dit. Il y avait ma sœur qui était la petite chérie, puis moi, l'enfant chéri, puis moi, j'étais à côté, puis j'étais la seule sur qui on bûchait, puis on se gênait pas de me dire que j'étais une innocente, puis que je ferais jamais rien de bien dans la vie, puis... Dans quel coin de la tribu ça se passe, ça, maintenant? Ça se passe à Granby. À Granby, oh! Oui. En plein centre du Québec. Oui, monsieur. Et moi, mon père était très violent, puis c'était des volets à coups de ceinture, puis j'avais de la misère à m'asseoir le lendemain à l'école parce que j'avais les fesses toutes noires, là. Moi, c'est ça que je vivais. Culotte levée, culotte baissée? Culotte levée. Par-dessus les culottes. Pardon? Je dis par-dessus les petites culottes. Fait qu'il fallait que ça frappe en Moses, hein? Oui, ouais. Il frappait très fort. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, votre père? Mon père était dans un hôpital, il était magasinier. Il œuvrait dans un hôpital? Oui, il œuvrait dans un hôpital. Il était à la réception des marchandises. Ah oui, dans l'hôpital de Granby, de Saint-Hyacinthe? Oui. L'hôpital de Granby? Oui. Fait qu'il n'y avait pas de contact direct avec les patients, heureusement. Non, mais c'est poche, là, mais... Non, mais il œuvrait tout de même dans un milieu... hospitalier. Un milieu hospitalier. Il était aux objets. Et lorsqu'il arrivait à la maison, il aimait vous frapper. Oui. C'est intéressant. C'est intéressant. Quelle compréhension avez-vous développée de sa brutalité? Ben moi, mon père, je me suis mis à le détester. Je comprends pas pourquoi il fait. Ben, je comprends pas. Lui, il a été élevé par ses parents sur une ferme. C'était des coups de pied dans le derrière puis des claques par la tête. Fait que c'est sûr qu'il a connu ça, OK? Je dis pas ça pour l'excuser. Je n'excuse en rien ses gestes. Parce que moi, j'ai même élevé 2 enfants et je n'ai jamais levé la main. Voilà. Alors que c'est le traitement qu'on vous avait servi. Oui. C'est ça. Je jurais enceinte, je dis jamais au grand Dieu, si je peux avoir des enfants, je le ferai. Donc, il y a très peu de chances que votre père était brutal à votre égard suite à l'exemple ou au sort qu'il avait subi. Ben moi, je crois pas à ça. On n'est pas obligé de reproduire les schémas. Moi, j'ai brisé ce schéma-là. Je ne voulais pas reproduire. Alors, ça c'est drôle. Hypothèse. Pourquoi, comment, quelle est votre explication, votre compréhension de sa brutalité? Je sais pas. Moi, j'ai tout le temps senti qu'il me haïssait, que mon père me détestait. J'ai jamais été capable. J'ai essayé par tous les moyens d'acheter son amour et je n'ai jamais reçu cet amour-là, n'est jamais venu. OK? Mais je peux pas expliquer. Qu'est-ce que vous venez de dire là, vous? Moi, mon père, là... J'ai essayé par tous les moyens. D'acheter son amour, oui. Je lui faisais des cadeaux. J'essayais de me faire aimer. J'essayais de me dépasser, de toujours donner plus. Quand j'ai eu ma première fille, c'était le premier enfant, le petit enfant de la famille. Il adorait cet enfant-là. Il l'appelait la petite Manon Junior. Comment vous pensez que je pourrais m'être sentie par rapport à ça? Je le haïssais encore plus. Je voulais même pas qu'il prenne mon enfant. Ben là, j'espère. Je lui en voulais. J'ai enlevé le bébé d'un bras. Ben là, j'espère. Ben moi, j'étais pas capable d'endurer ça. Ben c'est la moindre des choses. J'étais comme jalouse de l'amour qu'il pouvait porter à cet enfant-là parce que moi, j'en ai pas eu d'amour. Aïe, ouais. J'ai pas eu une gramme d'affection, d'amour de mon père. Là, je tombe avec un maniaco-dépressif. J'ai essayé par tous les moyens d'acheter son amour. Oui, en lui faisant des cadeaux, en le gâtant le plus possible parce que... Quand il était plus vieux? Quand vous avez été plus vieille puis lui plus vieux? Quand je suis partie de la maison, après ça, quand je me suis mariée, là, j'avais 18, 19 ans, 20 ans, là, j'allais le voir, j'allais en visite chez mes parents, puis là, j'achetais tout le temps des cadeaux. Même étant plus jeune enfant, quand je gardais, j'avais un peu d'argent, j'y achetais des cadeaux. J'essayais d'acheter son amour. Mais non, est-ce qu'il est encore en vie? Non, il est décédé, j'avais 24 ans et je n'ai jamais su si mon père m'a déjà aimé, mais j'ai fait comme une paix avec tout ça parce que je me dis... Manon. Oui. Ah, c'est extraordinaire. J'ai fait la paix avec mon passé dans le sens que j'essaye plus de chercher à savoir s'il m'a déjà aimé ou non. C'est pas important.
Manon. Manon. Oui. Où était la bonne femme? La bonne femme était là, mais la bonne femme était en dépression à l'année longue quasiment, puis elle savait que j'étais maltraitée, elle a dit tant bien que mal qu'elle... Et le bonhomme se vidait le sac comment? Vous entendez quoi par là? Le bonhomme se vidait le sac comment? Il se vidait la poche comment? Ben, il se vidait la poche avec elle, mais je sais qu'à 40 années, il y avait des problèmes, il était plus capable. Je sais qu'il y avait des problèmes, il est mort du cœur à 48 ans. Donc, ça faisait déjà un moment qu'il était plus capable d'avoir des relations sexuelles complètes. Il était bouché, il y avait des... Mais qu'est-ce que ça vient faire? Qu'est-ce que ça vient faire dans notre conversation, ça? Pardon? Qu'est-ce que ça vient faire dans notre conversation? Je sais pas, vous me posez la question, je vous réponds. Qu'est-ce que ça vient faire dans sa brutalité envers vous? Qu'est-ce que ça vient faire dans le fait que vous étiez le souffre-douleur? Son souffre-douleur? Je le sais pas, parce que ça, c'est surtout quand j'étais enfant que c'était comme ça. Ouais. Alors, Pierre, ouais. On largue le morceau, c'est la fin de l'émission. Non. Elle part avec ça? Non, bonne réflexion. Je sais pas, je m'interroge maintenant. Je m'interroge sur l'origine, la cause de sa brutalité. Bye, Manon. Faire le lien. À demain. Bye, Pierre. Salut tout le monde. Bon retour.